Bonsoir le chat, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine, un bon mois, tout ça, tout ça. Ce soir, on est là pour quelque chose qui est annoncé comme étant un craft talk. Mais notre intervenant de ce soir, en fait, tient énormément à avoir des interactions avec vous, avec tout le monde. Donc, vous pouvez bien sûr avoir ces interactions dans le chat et on remontera avec grand plaisir. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre directement sur notre serveur Discord. J'affiche pas les gens qui n'ont pas de caméra, mais si vous voulez directement interagir, eh ben vous êtes les bienvenus. Et donc, without further ado, je vais te laisser la main, Manu, puisque c'est ton nom sur Discord. Bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Merci Colin, super. Voilà, ravi d'être là. C'est la première fois que je participe en tout cas à ce meet-up ici et c'est un réel plaisir. Et je vais pouvoir raconter un peu ma vie de développeur, ma vie de dev et surtout ma rencontre avec le craft, que j'ai rencontré ça il y a quelques années. Je vais le faire un peu sur un format où je vais vous parler un peu de tout un peu mes premières fois. Donc première fois que j'ai rencontré tel code, première fois que j'ai fait mon bug, première fois que j'ai lu un bouquin tech, etc. Et je vais faire plusieurs commentaires. Mais avant, je vais me présenter quand même un tout petit peu. Alors, Emmanuel, j'ai à peu près 10 ans d'expérience en tant que développeur. Voilà, je vais raconter un peu ma vie, mais j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai enchaîné des missions en interne et aussi en tant que consultant. Et voilà, j'ai un peu touché à tout, surtout dans l'écosystème Microsoft. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font du .NET ou du C# ici. On doit en avoir quelques-uns. Et il y a Elviro qui nous demande si hier tu étais au meet-up programmé. Tout à fait, c'était moi. Enfin, je sais pas, tout à fait. Je racontais un peu ma vie sur le refactoring, les techniques de refactoring. Donc, j'en parlerai un peu tout à l'heure, justement. Sur les technos Microsoft, donc on a Marc Gavanier qui nous dit oui, Anna Ralit qui nous dit oui, je fais du C#. Et bonsoir à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont dit bonsoir. Ouais. Bah super. Et donc voilà, je vais raconter un peu mon expérience craft, un peu de temps en temps sous l'angle .NET, donc de temps en temps je parlerai d'Azure et tout ça. Allez, c'est parti. Alors, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai commencé en tant que jeune PEGU étudiant. Donc dans une école, je ne savais rien. Donc je ne savais pas, voilà, j'ai 17-20 ans, je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Et je vais quand même en école supérieure parce que je voulais faire de la technique. Voilà, j'avais quand même envie de faire de la tech. J'ai fait un bac STI. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est un bac STI. Ça n'existe plus. Je crois que c'est devenu STG à peu près quand j'étais dans les études, moi. Et je crois que c'était le bac surtout tu glandes, non? Oh là là, je sais pas du tout. Moi, c'était sciences techniques de l'industrie. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'avais mon fer à souder, mes cartes. Je faisais du hardware et c'était compliqué. C'était compliqué. Il n'y a jamais rien qui a marché sur mes cartes. Et donc, du coup, j'ai fait le hardware. C'est pas pour moi. Mais bon, ça m'a permis, en tout cas, ce bac, d'aller dans une école supérieure où c'était très généraliste. J'ai bouffé des maths et de la physique. Parce que voilà, il fallait faire que je rattrape un peu ce niveau-là pour rentrer en 3e année sur une spécialité informatique. Et c'est là que j'ai découvert mon premier code. Donc, est-ce que tout le monde a fait du C ou de l'assembleur? Ah, donc là, c'est une manière de demander l'âge moyen des gens qui regardent, mais sans leur demander. Donc, on a quand même Tepatoué qui nous a dit ouais, moi, ça n'existait pas à mon époque, STI. Donc voilà, en termes d'âge moyen. Bon, on sait pas, il est peut-être beaucoup plus jeune ou. Voilà. On a donc, du oui, que de bons souvenirs, nous dit Jérémy. Voilà, donc j'ai pu faire mes premiers programmes en C, donc afficher des petits messages dans des consoles. Voilà, si vous savez ce que c'est un makefile, bah c'est bien. Jouer un peu avec la mémoire, donc savoir voilà que il y a un tas, il y a une pile, savoir ce que c'est une mémoire. Je suis plus très sûr de moi maintenant, d'ailleurs, comment ça me fonctionne la mémoire. Et ça a été mes premiers pas un peu dans l'informatique. Donc voilà, Ouais. j'ai fait un peu de C en travaux pratiques. Apparemment, Et j'ai trouvé ça cool. tu as soulevé des souvenirs un peu douloureux. Gauthier qui nous dit malheureusement j'ai fait du C, de la SM sur plusieurs archis. Ça parle de malloc et de free. C'est ça. Il fallait voilà. gérer sa mémoire. C'est quelque chose qu'en C# justement on n'a plus.
ou en Java d'ailleurs. Le garbage collector vient à notre aide. Mais bon, avançons. Donc ça, et j'ai trouvé ça cool en fait. J'ai quitté le hard, donc j'ai rangé mon fer à souder, voilà, dans une boîte que d'ailleurs j'ai perdu. C'est pas grave. Et je me suis mis à prendre plutôt mon ordinateur et à coder des petits programmes. Donc au début, c'était cool et ça a j'ai vite compris l'ampleur et la difficulté quand même du soft. Mais voilà, j'ai persisté. Donc pendant ces 3 années, j'ai fait, alors je vais prendre mes notes, voilà, du HTML, du CSS, du PHP, je sais pas si vous vous souvenez de WAMP pour le serveur, un éditeur CodeBlocks. Attention, je vais peut-être raviver des souvenirs. Est-ce que vous connaissez Mm. CodeBlocks? Oui, oui, oui. Voilà. Ça me rappelle. Bah voilà, je codais là-dedans, c'était pas mal. Gauthier, tu te retiens? Est-ce que tu te retiens sur la même phrase que moi qui était j'ai arrêté le hard? Parce que moi, ça a été dur. Hein. Moi, c'était. Ouais. Ah non, je suis plus, voilà, je suis doux là, je suis passé en mode soft. C'est ça, ouais, il me semblait bien. Ouais, donc CodeBlocks, apparemment, ça compare CodeBlocks à DevCpp, par exemple. Pas mal, pas Il y a mal, voilà. il y a des souvenirs. Et ça, voilà, bon, maintenant je les ai rangés au placard hein, pour des idées un peu plus évoluées, mais bon, j'ai fait mes premières armes parce que du coup, l'école c'est bien, mais faut faire des stages. Donc j'ai dû trouver du boulot. Donc là, je passe d'étudiant à stagiaire. Alors, je sais pas si c'est une super évolution, parce que je sais pas si vous vous souvenez de vos stages, si vous avez des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Personnellement, j'ai eu les deux. J'ai eu une expérience un peu particulière où je me suis retrouvé tout seul à faire un site web un peu comme LinkedIn en PHP, voilà, tout seul, avec voilà, 1 an d'expérience. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'était un échec. J'ai passé 4 mois assez difficiles. Donc voilà. Assez Mais difficile à bon, quel. Pardon, assez difficile à quel point de vue? en gros, je devais développer des formulaires de contact. Et en fait, j'ai utilisé un nouveau framework qui venait de sortir, parce que j'ai vu, waouh, Symfony 2 venait de sortir à ce moment-là en PHP. Je me dis, je vais me lancer dans ce framework qui vient de sortir. Et donc je devais apprendre et produire en même temps. Sauf que les personnes avec qui j'étais en stage, j'avais pas vraiment de maître de stage qui m'accompagnait. Donc j'étais un peu livré à moi-même. Et du coup, j'étais un peu trop en roue libre, justement pour un stagiaire. Et Donc, tu dis c'était pas génial, mais sur le coup, tu l'as mal vécu ou tu te rappelles l'avoir quand même bien vécu sur le moment? sur le moment, voilà, c'était une petite startup, on était 5. Voilà, ils avaient peu de moyens, entre guillemets, ils faisaient de l'événementiel. Et moi, je devais leur développer un site pour, voilà, on va dire, gérer leurs contacts, leur portefeuille de réseau, quoi. Et c'est juste que alors là, j'étais parti un peu loin. Je pensais que je pouvais le faire parce que à l'époque, je me suis dit, ça y est, je fais du PHP, je suis Dieu sur Terre, je peux y arriver. Et j'avais un optimisme à toute épreuve. Oui, oui, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, j'ai appris et ça a été une petite leçon d'humilité. Mais en fait, bon, ok, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça, c'était vraiment trop complexe à faire tout seul. Et donc déjà, ça buguait. Et puis au final, à mon avis, ils n'ont pas utilisé le site. Mais bon, c'était un stage, donc j'ai appris. Ok. Bon, si jamais tu regardes le replay, ça troll sur Eclipse, c'est moi qui me fais troller, hein, tout va bien. Il n'y a rien de mieux qu'un notepad pour le PHP. Et Gauthier qui nous dit bah, moi, mon stage, je suis arrivé, personne ne savait que j'allais être en stage, donc bienvenue. Parfait. Mais bon, alors du coup, ce que ça m'a appris, très important, c'est que personnellement, si un jour j'embauche des stagiaires, j'accompagne des stagiaires, ça ne se passera pas comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là, de passer des entretiens voilà, pour embaucher des stagiaires. Et du coup, j'ai bien fait tous les efforts possibles pour les onboarder et faire en sorte qu'ils rentrent bien sur le code. Du coup, voilà, on va accélérer un peu. Donc voilà, j'ai un stage qui s'est bien passé, d'ailleurs, qui était à la Poste, où voilà, j'ai fait un logiciel qui fonctionne et qui a été utilisé. C'est comme ça que je dis qu'il s'est bien passé. Et c'était toujours en PHP.
Et la fin de l'école arrive. Pardon, je te recoupe, Ouais, je suis chiant. Tu peux définir qui bon. fonctionne? T'as dit j'ai fait un truc qui fonctionne. Ah, alors attention. En fait, il y avait un besoin. Le besoin, c'était de référencer toutes les machines de la poste courrier au niveau IP. Donc avant, ils utilisaient un Excel qui tenait à jour à la main. Et en fait, le but, c'était d'automatiser ça. Donc de scanner les machines, d'aller chercher les données et de faire agréger les IP et les machines. Et donc, j'ai créé un traitement qui se prenait un quart d'heure à peu près à se faire. Mais à la fin, le rendu, il était satisfaisant et au lieu qu'ils devaient le mettre à jour en une journée, en 15 minutes, ils avaient leur référentiel. Donc j'ai répondu à mon premier besoin dans mon stage. Ça m'a mis 1 mois et demi à faire ça, mais voilà. Ok, Ça, c'était mon premier besoin que j'ai réussi. Donc j'étais satisfait de moi. donc à cette époque, ouais, un logiciel qui fonctionne, c'était ça fait le job. Ça fait le job, c'est Ok, ça. C'est je suis utile. Ça ok. y est, j'étais encore stagiaire, donc ça c'était mon stage de fin d'année. Je suis stagiaire et j'ai répondu à besoin, je suis utile. Ça m'a permis aussi d'augmenter un peu mes compétences en réseau. Alors, je suis toujours nul en réseau, mais bon, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne quand même, car j'étais pas très assidu sur les cours de réseau à l'école. Et je trouve toujours ça très très compliqué. Donc, plus je suis loin du réseau, mieux c'est. Du coup, ensuite, l'école se termine. Donc là, c'est simple, je ne sais toujours rien. Donc j'ai été par opportunité en sortant de l'école, j'ai un diplôme, mais j'ai quand même appris une certaine pédagogie et un peu à me débrouiller par moi-même. Mais concrètement, faut trouver un job. Fallait trouver un job. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les portes ouvertes de mon école et il y avait plein de stands et il y a une SS2I en fait qui était là et qui m'ont dit bah tiens, ton profil nous intéresse. Allez, viens, on te recrute. Ça s'est à peu près passé comme ça, quoi. Coucou, voici ton contrat, vas-y, signe ici, et puis voilà, c'est bon, t'as un job maintenant. Pourquoi est-ce que ça parle Donc, de mon âme? Non, t'inquiète, t'inquiète. donc du coup, j'ai décroché un peu mon job comme ça via la porte ouverte de mon école. D'ailleurs, l'entretien, c'était un peu surréaliste. Je vais raconter parce que c'est marrant. L'entretien, on était à 3, donc c'était un entretien, 3 candidats en même temps, et ils nous posaient un peu on était en face du directeur technique qui nous posait des questions techniques. Et à T'avais un que moment, le il nous dit, directeur tech ou t'avais. il y avait que lui. Ok. Voilà, c'était pour un plateau d'une quinzaine de développeurs, il y avait juste Ouais. le directeur technique. Ouais, donc le mec, les mecs, ils étaient en mode recrutement de bus entier, quoi. Parce qu'il il fait passer les candidats sortis d'école 3 par 3 avec une seule personne à l'entretien. C'était, ouais, on est sur du nombre. Ah, il n'y a pas le temps de niaiser, Ouais, exactement. ça ressemble à ça. En tout cas, Et ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai eu le plaisir de faire plein de MySQL, de SQL et tout, mais il y avait beaucoup de questions sur l'SQL parce qu'ils avaient beaucoup de besoins là-dessus. Et donc, ils me demandaient quelles étaient les requêtes un peu basiques. Donc, voilà, les select, les updates, les delete. Donc, je note ça sur ma feuille. Et en fait, mes voisins, ils ne savaient pas. Donc, ils ont copié sur moi. Et le pire, c'est que en fait, après, ils l'ont avoué. Dire, en fait, je savais pas, j'ai copié sur mon voisin en plein entretien, quoi. Et là, il y a eu un gros blanc. En fait, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Et finalement, et du coup, ils ont pris le seul qui connaissait un peu le SQL, c'était moi. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job. donc Et cette fois-ci, c'était dans du .NET et du C#. ça parle un peu de ton entretien. C'est l'armée mexicaine, faut remplir le plateau. Vas-y, écrase les deux autres pour montrer que t'es le meilleur, Oh, moi, etc., etc. Donc attends, ton j'étais premier content. job en C#, ton Ouais, entretien, ça a été fait sur du SQL. exactement. Je pas fait de C. Alors, je connaissais pas le C# avant. Vraiment, je sortais d'école, j'ai dû faire un module de 5 heures sur le C# avec un consultant qui est venu à l'école. Je ne savais pas du tout. Je connaissais pas le C#. Je connaissais pas Visual Studio. Tout ce que j'avais fait, c'était Eclipse, Java, du C, Notepad, le Makefile, voilà. Très bon, Beaucoup d'algorithmie, de beaucoup d'assembleurs. Voilà, j'avais un bagage un peu comme ça, très théorique très très bon. et pas beaucoup de savoir-faire en fait. Et donc je suis lancé là-dedans et en fait, très bonne surprise, le C# ça a été assez intuitif.
en fait, l'écosystème. Et je suis arrivé donc sur un plateau technique. Donc en fait, on faisait des projets au forfait. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est le forfait. Je vais Je supposer que pense que tu oui. peux le réexpliquer, ouais. Très bien. Donc le forfait, donc sur un plateau technique, il y a ce qu'on appelle des appels d'offres. Donc un client a besoin de développer un logiciel. Je vais donner un exemple. Alors ça va peut-être troller. On travaillait pour les francs-maçons. Je suis pas sûr, non, sur les Ah oui. francs-maçons. Sur Java, Bon, C Sharp, Eclipse et tout, ça, oui, on a des clients. d'accord. Et donc on Sinon, là, je suis pas travaillait, sûr. voilà, on travaillait pour les francs-maçons et ils avaient besoin de développer un site web pour une galerie d'images pour les différents, je sais pas comment dire, artefacts produits qu'ils avaient besoin d'exposer. Voilà, c'était comme un showroom, mais pour franc-maçonnique, quoi. Donc, du coup, ça c'est leurs besoins, et du coup au forfait, derrière il va y avoir une équipe de chefs de projet, chefs produits, développeurs qui vont chiffrer en fait le développement de ce produit. Voilà, le forfait, c'est on va dire il vous faut 30 jours de développement, à peu près 10 jours de maintenance et une petite marge, on vous rajoute 5 jours pour les tests ou voilà. Et donc à la fin, on lui propose le devis, en fait, c'est un devis. Et s'il est signé, le forfait commence. Ça veut dire c'est parti, on développe pendant une quarantaine de jours et à la fin, on espère que le produit il est fini. Donc en obligation de résultat, absolument pas en obligation de moyens. Absolument. C'est ça, il y a un contrat en mode voilà, on vous le fait en tant de temps et on va se débrouiller pour le faire. Et s'il y a du retard, c'est le prix dégressif. C'est de la négociation, c'est de la contractualisation sur un résultat. Donc on faisait du forfait. Donc c'était la première fois que je travaillais avec un chef de projet. Parce qu'avant, dans mes stages, j'étais soit à côté d'un autre développeur, soit tout seul. Et donc voilà, donc j'ai découvert un peu le forfait et le développement en cascade, enfin le waterfall, projet waterfall. Alors, Donc je suis pas ouais. sûr que tout le monde soit très à l'aise avec Scale Waterfall dans le Mm. chat. Alors bon, on a eu un indice sur l'âge de Tepatui qui nous a dit que ça lui rappelait son service militaire. Tu vois, on savait pas s'il était trop jeune ou bon voilà, maintenant on sait. Mais peut-être qu'un petit rappel sur Scale Waterfall, ça pourrait être pas mal. Alors comment je pourrais te dire ça? Le waterfall, donc c'est une méthode de projet qui consiste à définir le besoin de A à Z dans un premier temps. Donc avec beaucoup d'interviews avec le client, en allant jusqu'au détail, jusqu'au pixel près du bouton, à quel endroit il doit être. Donc on passe peut-être 1 mois et demi à définir la spécification. Et ensuite, on donne ces spécifications à des développeurs qui doivent les coder au pixel près, et il ne peut pas y avoir de changement, ou c'est trop compliqué. Donc c'est ce qu'on appelle un développement siloté, c'est spécification de A à Z, développement de A à Z. Ensuite, il va y avoir des testeurs qui vont tester ce qui a été réalisé dans la spécification. Donc là, il peut y avoir des retours, il y a des bugs, il y a des retours. Et ensuite, il va y avoir le déploiement de cette solution. Donc il y a en fait le waterfall, c'est 3 à 4 étapes qui se succèdent et elles sont faites les unes après les autres. C'est-à-dire que tant que les spécifications sont pas terminées, on commence pas les développements. Alors, on a un diagramme d'explication du waterfall qui a été partagé dans le chat. Ah, top. Conduite du projet, donc qui parle de euphorie, inquiétude, panique, recherche de coupables, punition des innocents et promotion de ceux qui n'ont pas trempé dans le projet. Donc Voilà. voilà, de toute façon, c'est assez tentant d'accuser nos voisins. Ah bah oui, ils ont spécifié n'importe quoi. Les testeurs, ah bah les développeurs, de toute façon, ils ont codé avec leurs pieds. Et s'il y a des bugs en prod, ah bah c'est les testeurs qui n'ont pas vu les bugs, c'est de leur faute. Donc j'ai remarqué qu'il y avait que ça alimentait un peu les tensions, on va dire ça comme ça. Et que comme la plupart de nos projets étaient en retard, donc on était souvent sous pression dans nos développements. Mais voilà, alors parfois ça se passait bien quand même. On n'était pas trop mauvais non plus. Donc, mais ça m'a permis un peu de mettre mes pieds à l'étrier déjà sur mes premiers projets C# et mes premiers développements de projets. Voilà, ça a duré 2 ans et demi. Clairement, j'étais junior et j'apprenais le métier. Vraiment là,
j'apprenais à travailler avec un chef de projet, avec un architecte. Pour lui, il me paraissait, il faisait des trucs de fou sur des projets chez TF1. Il faisait du JavaScript, je sais pas ce que c'était le JavaScript à l'époque, quasiment. Et pile au moment où Gnuc arrive dans le chat pour troller, JavaScript, de toute façon, c'est pas vraiment un langage. Gnuc, des bisous. Gnuc qui est développeur front et qui nous dit mais il n'y a pas des gens qui ont pensé à coder plutôt que passer des mois à faire des specs? Ah, mais bonne question, bonne question. Non, c'était le waterfall, donc on passait des mois à bien définir avant de démarrer de coder. Et évidemment, ça marchait pas très bien parce que entre-temps, le client changeait d'avis. Donc il y a eu certains projets qui ont été réalisés et pas déployés parce que c'était plus le besoin. C'est ça un peu le risque, parce qu'on prenait trop de temps pour tout faire. Donc en tout cas, je vais balancer encore des technos, j'aime bien balancer des technos. Qu'est-ce que j'ai découvert pendant ces quelques années? Parce que j'étais très, en fait, en tant que junior, j'étais extrêmement focalisé sur les technologies. Je voulais apprendre le maximum de techno parce que je trouvais ça cool. Donc attention, j'ai rencontré du WinForm. Parce qu'il y en a, ça leur parle du client lourd, WinForm, C#. Du ASP, donc le ASP Framework, j'ai fait mon premier MVC, mon site web MVC. Un ASP.NET avec un peu de jQuery. Je pense qu'on a tous, pas sûr qu'on ait tous fait du jQuery ici. Il y a des gens qui disent check. Il y a Marc Gavanier qui demande si t'as fait du Silverlight. En effet. Mais la mission d'après, on avait un joli back-office CRM en Silverlight. C'est une merveille. C'est pas bien. Il y a Gnuc qui demande si t'as fait du BPMN. Ah non, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est magnifique. En plus, c'est un framework qui a plein d'implémentations. C'est merveilleux. C'est pour modéliser des process. C'est le. Et hop, Jean-Charles demande si ça fait du WinDev. Ah oui, alors. Non, j'ai pas fait WinDev. En effet, non, j'ai pas fait de WinDev. Mais nous, on utilisait, alors je sais plus trop ça sert à quoi. C'est un peu pour du drag and drop encore, pour construire. Je sais plus trop. Mais nous, on avait Telerik, on utilisait beaucoup Telerik pour construire nos sites web, avoir des composants un peu clés en main. Je connais pas du tout Telerik. J'espère que je me suis peut-être planté sur le nom, mais en gros, c'était une espèce de bootstrap qui donne des composants .NET. Telerik et Kendo UI, ouais, ça a l'air valide. Ouais, c'est ça. On utilisait beaucoup ça à l'époque, donc voilà, j'ai l'impression de pouvoir faire tous les sites web que je pouvais grâce à ça. Donc bon, fallait pas trop sortir du format de Telerik. Ok, donc beaucoup à l'époque, pour toi, ta montée en puissance, ok, je deviens un dev de plus en plus, de moins en moins un stagiaire, c'est je sais faire plus de techno. C'est ça, je connais plein de technos, Okay. j'ai la sensation de les maîtriser, mais en fait, il y a une question que je me suis pas posée, c'est qui va maintenir mon code? C'était ma question de qu'est-ce que tu entends par ça fonctionne tout à l'heure. Voilà, ouais, qui va maintenir mon code? Je ne le sais pas, et je ne le saurai jamais. Mais personnellement, aujourd'hui, je n'aimerais pas maintenir mon code que j'ai fait il y a... Pendant longtemps, j'avais un autocollant sur mon laptop que j'ai jamais retrouvé malheureusement qui disait code toujours comme si la personne qui allait reprendre ton code était un dangereux psychopathe qui sait où tu habites. Tout à fait. Mais ça, oui, ça je l'ai percuté il y a quelques années. Et vraiment, je n'avais pas conscience de cette notion. En mode, la maintenance, pour moi, c'était quelque chose que je n'avais pas conscience. Clairement, c'était voilà, je fais des technos, j'écris du code, ça m'amuse. En fait, je fais un travail qui m'éclate, trop bien. En plus, je gagne bien ma vie en tant que développeur, c'est bien. Je peux partir en vacances, c'est cool, c'est super cool. Bah voilà, je m'arrête là, c'est bon. Mais bon, en fait, et là, ce qui arrive au bout de quelques années, donc là, j'accélère un peu au bout de 3 ans. C'est je finis en fait par me lasser. Enfin, j'utilise un peu toujours les mêmes technos. Voilà, mon job m'amusait moins. On réutilisait toujours les mêmes choses. Et du coup, je suis parti pour changer. On t'a demandé d'autres technos. Hein, je pense qu'on va faire un podium. Ça parle de Oracle Forms et de l'iFray. Non, t'as pas atteint le point Godwin des technos avec Oracle Forms? Non, je suis allé jusqu'à Access. J'ai fait de l'Access. Ah ouais, ok. Du VBA un peu sous Excel.
Alors, il y a Gauthier qui nous demande, tu as percuté avant ou après être rentré chez toi et avoir trouvé quelqu'un qui avait pas les clés, que c'était pas une bonne idée? Mais derrière le troll, il y a une vraie question. J'ai toujours pas Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a un déclic. Il y a un déclic, mais qui arrive quelques années après quand même. Donc faut savoir que voilà, je stagnais dans cette boîte, donc j'ai changé de boîte. Et j'ai rejoint de nouveau une start-up, donc j'ai quitté un peu le monde consultant. Tu stagnais, qu'est-ce qui t'a fait changer? Tu stagnais en salaire, en Euh, techno, en ouais, quotidien? les deux. En fait, j'avais 3 ans d'expérience, je n'ai quasiment pas eu d'augmentation pendant 3 ans. Et en fait, la première année et demie, j'ai découvert plein de techno, et après, pendant un an et demi, on n'a pas eu d'évolution technique en fait. Donc j'avais plus ce Avec fun quoi je vais jouer d'apprendre des demain, choses. quoi. C'est ça. Et ça, c'est ce qui me motivait à l'époque. Moins maintenant, mais c'est ce qui me motivait. Du coup, bon, bah, il y a eu des chasseurs de tête qui font des coucous, des bugs plus 3. Enfin, non, oui. Pas des bugs plus 3. Enfin, 3 ans d'XP, c'est bon, t'as gagné. 3 Hein. ans d'XP, voilà, 3 ans d'XP. Donc, il y a les chasseurs de tête qui sont venus me faire coucou sur mon LinkedIn et j'ai répondu. Et je suis allé chez une boîte qui faisait de la livraison de plats à domicile, un peu comme Allo Resto, voilà, un concurrent. Et là, bah, c'était plus une expérience humaine, en fait. Un peu en mode startup. Donc, j'ai découvert des technos récentes. Donc, attention, je vais lancer un mot, Selenium. J'ai découvert les tests automatisés. Oh, Je n'avais jamais écrit de test unitaire avant ma 3e ou 4e année d'expérience. Je ne savais même pas je ne savais même pas que ça existait. Donc, et j'ai trouvé ça génial. Ah ouais, donc c'était intéressant. Et c'est là que j'ai eu en fait mon premier lead dev. Je n'ai jamais eu de lead dev avant, parce qu'avant on était développeurs entre nous, on avait chacun sa tâche. Et c'est la première fois que j'avais un lead développeur avec moi. Donc, et c'est là qu'il m'a un peu parlé de justement, bah, quand tu codes, faut que ce soit maintenable. Et j'étais d'accord avec lui en fait. Donc c'est là où il a commencé à me parler de principes solides. Alors je comprenais rien à l'époque, vraiment, j'arrivais pas à les retenir. Il me les a mis sur mon fond d'écran. Et... Bon bah, mais au bout d'un moment, j'ai fini par les apprendre par cœur, mais sans vraiment comprendre dans le code comment on applique ça, tu vois. Solide, le chat, on fait interro surprise sur Ah, Solide, le chat. ouais, tiens. Solide. Single Solide sur les responsibility appuis. principle, open close principle, list of substitution principle, injection, non, c'est lequel? C'est l'inversion de Inversion. dépendance. Ouais. Et le D, c'est le dependency injection. Dependency inversion, t'as la ségrégation, ouais. Dan Ça, Murph le a dit list que of. c'était inutile. Effectivement, il y a plein de débats très Oui, intéressants en ce moment là sur on a Solid. vu, il y avait Cupid, il y avait Choc, C'est il y ça. avait J'ai vu un mec qui a sorti Poney aussi récemment. Pony, je l'ai gardé, ouais, Pony, il était super drôle. Pour les remettre, les tweets, je les ai Ah, enregistrés. c'est l'interface segregation, Marc, t'as raison. Ma mémoire me fait défaut. Les dependency inversion et interface segregation. Mieux Donc vaut oui, ils sont petite... remis en question, mais quand même à l'époque, ça nous permettait de nous poser un peu des questions de design. On est en quelle année là, que tu nous donnes un peu une timeline? Ah oui, À peu près. alors attends. Tu vois, qu'on sache... Bah attends, c'est simple, ça fait 6 ans. Touk, 2015. 2015, ok, à peu près. donc ça a 6 ans. C'est ça, 2015, Ok. c'est ça. 2015, et je commence bah voilà, à faire mes premières code review. Donc je trouve ça bien. Ah, Donc je suis obligé d'expliquer. Ah oui, c'est fou ça. Et oui, c'est évident pour nous maintenant, mais c'est vrai que pendant des années, ça l'a pas été. C'est vrai qu'on a bossé pendant des années, on n'avait pas de review. Non. Et Donc, pendant... et là, je commence à apprendre encore un autre métier, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est les premières reviews qu'on te fait aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Justement, on m'explique, bah, nous, en fait, j'ai l'impression de redécouvrir mon métier. C'est dire, bah, en fait, c'est comme ça qu'on travaille, c'est tu vas dans ton code. Donc pareil, je connaissais pas trop Git parce qu'on a beaucoup travaillé sur TFS, TVS, enfin CVS, SVN. Ouais, VSTS, enfin, je sais plus trop comment il s'appelle. Le gestionnaire de code source de Microsoft, qui est bien centralisé. Et là, je découvrais Git aussi. Et ici, bah, on faisait des reviews. Il y avait quelqu'un qui était assigné à l'automatisation des tests et on livrait surtout toutes les semaines quasiment.
Ah Enfin, la vache! euh, C'était une révolution, quoi. Donc on nous Ouais, dit TFS, l'outil de Microsoft, peut-être. Et, ouais, alors, il y a l'usine logicielle et il y a aussi ce qui gère le code source, VSTS. Ouais. et pour les reviews, on te demande quel outil pour les reviews à l'époque? Alors c'était quel outil? Quel outil? Je pense qu'on n'avait pas forcément. Je me souviens pas d'outils, mais on les faisait en fait. Je faisais mon commit et ensuite lui il regardait l'historique ou nous on se retrouvait régulièrement dans la journée pour faire des reviews. Ok. Donc on n'avait pas d'outils, c'était un peu auto-organisé. En fait j'étais très proche du lead dev, on communiquait beaucoup et c'est comme ça qu'il m'a un peu appris, Et donc voilà, il m'a parlé de tests unitaires, de couverture de code, voilà, de livraison. Donc on livrait à la main en revanche. Il n'y avait pas de CI/CD. C'était on build le projet en release, on le copie sur notre serveur de prod et pouf, c'est déployé. Tu livrais ce que tu avais buildé sur ton poste, quoi. Ouais, à l'époque c'était ça. Mais on livrait toutes les semaines, hein. Et pas de script, rien. Donc là, j'ai un peu repris la main sur le développement logiciel et le développement logiciel en équipe. Et donc là, j'ai senti que j'ai quand même passé un petit déclic de un peu de seniorité en mode ah oui, en fait, le développement, c'est un travail d'équipe. Voilà. Et ce que je dois écrire, ça doit être compris par les autres. Waouh. Et là, très bien, ça change complètement ma manière de faire. Je suis beaucoup plus consciencieux sur ce que j'écris en fait. Et je me pose toujours cette question, mais attends. Si je reviens dans 6 mois ou si je demande à Audrey, qui était au marketing, de lire mon code, est-ce qu'elle va le comprendre, tu vois? C'était presque ça mon but, en fait. Et honnêtement, ça a changé ma façon de faire et d'approcher le code à ce moment-là. Donc je le remercie, il est resté 6 mois avant de tracer sa route. Est-ce que ça a été ton premier mentor, la personne que tu considères aujourd'hui Ouais, comme le premier je mentor pense. vraiment, ou voilà. Je pense qu'ils m'ont donné ma chance parce que je me souviens encore très bien de l'entretien. Ils m'ont demandé ce que tu connais, les méthodes agiles, tout ça. Je dis non, pas forcément, mais je suis super motivé. Et ils ont vu que voilà, j'avais un peu les étoiles dans les yeux et que j'avais très très envie de travailler pour eux. Et ils m'ont recruté. Et du coup, ouais, le lead dev, il m'a fait confiance et je lui ai bien rendu. Donc il m'a bien mentoré et expliqué voilà, le développement. Et c'était vraiment une expérience de vie. C'était, comme tu disais tout à l'heure, après les événements, après la journée, on allait boire des coups ensemble. Il y avait vraiment une vraie cohésion. C'était une vraie aventure en fait. Et j'ai redécouvert un nouveau pan du métier qui fait que voilà, de la conception logicielle, c'est très humain, il faut de la créativité, il faut un très très bon esprit d'équipe. Alors qu'avant, je trouvais ça que c'était très professionnel, cadré, et voilà, tu fais ta tâche et voilà, tu poses pas trop de questions. Ouais, on m'a pas dit de le Donc, faire, alors je le fais pas, ouais, etc., voilà, etc. mais on nous demandait, c'était ce qui était attendu, ce comportement. Donc pour moi, c'était normal de le faire. Et je regrette pas, j'ai appris plein de choses. Même dans cette posture-là un peu stricte. Et l'autre posture où je suis un peu libre, je suis mentoré par par un lead dev, c'est super agréable. Mais bon, après il est parti. Donc là, il a fallu que je me débrouille un peu seul. Mais alors, hop, on va refaire une petite passe sur le techno. C'est là que j'ai découvert donc Selenium. C'est là que donc non, c'était encore du jQuery, ASP.NET MVC et ah oui, Workflow Foundation. Quel est cet animal? C'est pour faire des workflows un peu en drag and drop. C'est une technologie de Microsoft qui permet de faire un peu des orchestrateurs en fait. T'es sûr que c'est pas un BPMN? Alors je sais pas, Microsoft Workflow Foundation, et ça te permettait en fait d'automatiser la livraison des commandes, enfin Ok. la transmission des commandes. Mais pareil, ça on le maintenait pas. Et il y avait du Silverlight aussi, on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, on a tout recodé dans des ASP.NET, et puis c'est là que j'ai découvert AngularJS. Est-ce que Ah, vous avez déjà fait du AngularJS? oui. On n'a pas encore parlé de paradigme de dev, donc tu as dit je suis passé du PHP, donc j'imagine à l'époque du PHP 4 en procédural, Ouais. à du C# en procédural, enfin Ouais. en faux objet, mais en fait... Oui, 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 complètement, c'était du Est-ce procédural.
Est-ce que c'est avec la rencontre de ce premier tech lead où tu as commencé à faire des objets ou pas encore? Euh, je saurais pas trop dire. J'ai envie de dire oui. Peut-être les prémices en tout cas. Ouais, j'ai l'impression que c'était encore très procédural. Ok. Très très procédural, même à l'époque. Et c'était juste parce qu'on avait une batterie de test qu'on pouvait livrer régulièrement, quoi. Ok, donc il y a Marc qui nous dit oui, oui, j'ai bien fait du AngularJS, ça m'a sauvé de jQuery, alors je critique pas. Donc C'est vrai, voilà. ça a sauvé beaucoup de gens de jQuery et c'était révolutionnaire. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai mis à jour un truc dans du JS et que ma page s'est rafraîchie, j'ai fait qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de voir en fait? Quel est ce délire? Et comment tu passes du compilé, comment on dit, l'exécutif, enfin bref, C'était. en mode JS, j'avoue que c'est impressionnant. Laisse le temps, Gnuk. Gnuk dit pourquoi il y a des gens qui veulent faire des objets. Laisse le temps, on raconte une histoire. On va parler de programmation fonctionnelle. Après, je le sens venir. Bon, d'accord, Laisse le si temps. on accélère. Non, surtout pas, surtout pas. C'est un troll de Gnuk sur l'objet. Très bien. Alors, T'as le temps, je sais t'as le plus où temps. j'étais. Pas Donc, de. AngularJS, tout à fait, c'est bon, j'ai repris le fil. Donc AngularJS, et c'est là où il a fallu apprendre, en fait, tout simplement. Donc on a essayé de refaire une partie de ce bag office en Silverlight avec une API AngularJS. Et c'est là qu'on a recruté des stagiaires. Alors, il y a Romain qui nous demande à ce stade, t'en es où sur tes pratiques d'automatisation de tests? Alors, je connais la théorie, j'ai très peu de savoir-faire. Ça veut dire qu'il y avait un automaticien. C'était lui qui maintenait les tests, qui nous faisait des retours quand ça cassait, qu'il fallait corriger. Donc, à cette époque, je serais incapable de mettre en place une stratégie de test, clairement. Et est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a dit hey, tu sais, tu peux faire tes tests avant de faire ton code? Ou t'as pas Non. encore croisé ça? Ok. Non, à ce moment-là, non, pas de TDD, c'était un peu loin. J'avais peut-être entendu le mot, mais ça arrive plus tard. Le TD, il arrive un peu plus tard. Ok, et il y a Gauthier qui nous demande, alors bon, au début c'était une vraie question, donc je vais la poser, un automaticien, qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûr que tout le monde... Très bien. En fait, c'est quelqu'un qui va s'assurer que tous les comportements de ton site soient vérifiés. Ça veut dire qu'il va lancer en fait un script qui va venir faire tout plein d'appels, tout plein de scénarios pour, on va dire, stresser un peu ton produit et vérifier qu'il se comporte comme défini. C'est un peu comme justement une spécification qui s'exécuterait, qui se vérifierait elle-même. Je sais pas si c'est clair. Et il y a des outils pour faire ça. Et les gens, leur rôle, c'est de vérifier que le logiciel se comporte bien. Et souvent, on les appelle les automaticiens. Donc c'est des QA, c'est des testeurs qui, du coup, au lieu de tout tester manuellement, faire des non-régressions, ils ont décidé d'automatiser une partie de leurs clics et de leurs tâches manuelles. Donc c'est un coût de faire ça. Ça demande beaucoup de maintenance. Mais ça peut aussi permettre d'accélérer les développements. Voilà. Et surtout de déployer assez sereinement. Et ouais, moi j'ai travaillé pendant quelques années dans ce mode de fonctionnement-là, donc je me rappelle à la fin les campagnes mettaient 3 jours à tourner. Waouh! Et il y avait tellement de faux positifs qu'en fait il y avait une semaine d'analyse derrière. Ah non. Et du coup ça validait pas grand-chose. Non, t'étais pas dans cette situation. Non, on en avait à la limite c'était un petit site, on en avait pas énormément, on est allé jusqu'à une centaine de scénarios. Et oui, il y avait des faux positifs, mais c'était pas autant que ça. Non, c'était quelques minutes pour les exécuter. Ah ouais, bah oui, là c'est un autre niveau. Ouais, là non, je suis jamais allé aussi loin en automatisation. C'est marrant parce que ça faisait incroyable. beaucoup d'efforts sur quelque chose qui servait à rien parce qu'en fait on les regardait pas, les résultats ils étaient pas exploitables. Ah ouais, non, là on a perdu la valeur ajoutée que peut apporter ce produit qui va vérifier notre produit, quoi. Ah ouais, pas de bol, sacrée histoire. Je parlais un peu recrutement. Vas-y, tu parlais des stagiaires. Quand je t'ai Ouais, coupé, t'as dit justement, parce j'ai que le premier stagiaire qui on a arrive. des AngularJS, on a besoin de faire des tests, et du coup on a recruté des stagiaires parce que l'équipe il y a eu un turnover. Je ne vais pas trop raconter ça, sauf si ça vous intéresse, mais
Et du coup, on a recruté des stagiaires et j'ai pu faire mes premiers entretiens. Donc c'était des stagiaires d'Epitech. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait l'Epitech ici. Peut-être pas. Peut-être, on va voir. On va voir si ça Mais se voilà. manifeste dans le chat. C'est un peu une secte cette école. Ils vont être très très fiers et ils vont nous le dire tout de suite ou on sait pas trop. Non, Un peu. non, c'est une école spécialisée en tout cas dans l'informatique. Eh ben, Et Gauthier donne des cours. bah voilà. Anne-Arlit nous dit qu'elle y a passé 2 mois. Ou il y a passé, pardon, je sais pas. Voilà, donc Bah il voilà, y a un peu des gens. coucou. Maintenant j'ai plusieurs de collègues et amis qui ont fait cette école-là. Donc petit coucou. Et donc surtout le recrutement. Mais comment on évalue? Et on a décidé avec le lead dev de l'époque, de prendre en fait un code qu'il avait fait, qu'on retrouvait sur leur GitHub, parce que généralement tous les gens de l'Epitech ils ont un GitHub. Ah, un code que Et le candidat avait fait. ouais, c'est Ok. ça. Et de faire en fait une revue de code sur son propre code. Et ça avait pas mal marché. Et donc ça c'était la première partie de l'entretien. Et après on faisait un petit kata. Alors je sais pas si un kata, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est Là, un je pense kata. qu'on est bon. Non, on est bon, très bien. Ouais, ouais, Alors on a fait un exercice de code, voilà un kata qui s'appelait le FizzBuzz, qui est assez connu normalement parmi les katas qu'on apprend. Et c'est voilà, on avait utilisé ça pour passer l'entretien et ça permettait de voir un peu comment la personne réfléchissait. Et j'ai trouvé cette conduite d'entretien plutôt pas mal, donc je l'ai retenue. Et ça m'a permis aussi un peu plus tard, moi-même conduire des entretiens. Donc j'ai l'impression que recruter des pairs, ça m'a aussi fait gagner en maturité. C'est pour ça que j'en parle un peu. Faire des entretiens techniques, participer à des entretiens, et essayer de. En plus, on se fait un peu évaluer dans les deux sens. Parce que le nombre de bêtises que j'ai pu sortir en entretien, même maintenant ou même avant, et en fait, ça passe moins bien, quoi. Faut pas bullshit. Quand on sait pas, on sait pas. Donc, belle leçon d'humilité, les entretiens. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. Et quand ensuite j'ai pu passer à la phase plutôt mentoring. Alors là, pareil, j'ai l'impression de prendre aussi des galons, mais en marche super accélérée dès que il faut essayer de transmettre ce qu'on a appris à des stagiaires qui, eux, ont vraiment besoin d'apprendre. Et en fait, le fait de faire cette transmission, de mentorer ces stagiaires, ça m'a permis je vais dire, de solidifier mes fondations, entre guillemets, de ce que j'avais appris. Je sais pas si c'est clair, mais Mhm. entre guillemets, voilà, la transmission, ça a permis de solidifier mes fondations de développeur et me dire, ok, ça je peux le transmettre, ils l'ont compris, je l'ai compris. Et en fait, on est en train de créer un cercle vertueux, justement un peu craft, hein, parce que une des valeurs du craft, c'est un peu cet aspect communauté, transmission du savoir, partage des connaissances. Et c'est là que j'ai senti que c'était très très important de faire ça, en tout cas. Donc j'ai été souvent très rigoureux, strict sur l'onboarding et la transmission des connaissances. Donc voilà, ça c'était un peu là où je commence un peu à me transformer en ce développeur que je souhaite être, c'est-à-dire celui qui apprend et qui transmet. Ah, donc Et je sais pas du tout que ça s'appelle craft, on est à peu près ouais. là on n'est pas loin d'aller chez Arola à ce moment-là. Donc l'image mentale que tu avais à cette époque, la Mmh. personne que tu voudrais être, c'est un mentor, Ouais, quelqu'un qui accompagne. ouais, j'ai eu un peu ce déclic parce que j'ai pris tellement de plaisir à les recruter, à les faire monter en compétences, à transmettre ce que je savais, même si c'était pas grand-chose. Enfin, à l'époque, je pensais que c'était un truc de fou, mais en fait, c'était pas grand-chose. Que j'ai pris tellement de plaisir que je me dis: «Ah ouais, c'est comme ça que je veux travailler, quoi». Et qu'ensuite, ce qu'ils ont appris, ils peuvent l'utiliser pour créer des choses et répondre à des besoins et voilà, faciliter leur quotidien. Ça vraiment, ça m'avait saisi. Et je pouvais pas le faire avant parce que j'avais jamais mentoré, jamais recruté, quoi que ce soit, donc c'était une vraie découverte. Donc un nouveau pan, heu, un nouveau pan de ce métier qui s'ouvre, c'est, la transmission du savoir, tout simplement. Transmission des connaissances et du savoir. Là où avant je faisais que d'accumuler, en fait maintenant je vais commencer à le transmettre.
Et c'est bizarrement parce qu'avant, il y a vraiment un passage, donc là, ouais, on était en 2018-17, je pense. Il y a eu vraiment un passage où, bah, avant, c'est moi qui allais toujours vers le lead dev, poser des questions et autres. Et au fur et à mesure, bah, c'est les stagiaires ou les autres qui venaient me voir pour me poser des questions. Alors, je sais pas si c'est un moment dans votre carrière, il y a eu ce passage-là, où justement, bon, bon, peut-être parce que j'étais le plus senior aussi dans la boîte, ça faisait presque 3 ans que j'étais dans cette boîte-là. Il y a eu un turnover, mais moi voilà, j'étais un peu un ancien. Donc bah, souvent, les membres de l'équipe revenaient vers moi pour me poser des questions et autres. Et bah, ça a un peu forgé mon expérience, je sais pas comment dire. Mais voilà, il a fallu faire beaucoup de pédagogie, expliquer vraiment, bah, en fait, vu que j'ai eu 3 ans d'expérience dans la boîte et des personnes arrivaient et en quelques semaines, je devais leur donner toutes les connaissances et ça assez régulièrement. Les stagiaires, il y en a eu plusieurs. Donc bah, voilà, je me suis un peu expertisé dans la transmission. On a beaucoup de messages dans le chat qui disent oui, Ouais. enseigner, c'est un très bon moyen d'apprendre, de se challenger, ça marche dans les deux sens. Mmh. Que pour pouvoir transmettre les connaissances, il faut d'abord s'auto-évaluer, voilà, savoir où on en est pour pouvoir transmettre au mieux. Mmh mh. Je partage aussi, bien sûr, hein, mais j'essaye de remonter sans trop de couper non plus. Non, non, mais c'est gentil, voilà, là, je suis un peu dans la 4e année, donc je commence à comprendre, voilà, les principes solides, je maîtrise, mon architecture en 3 couches, là, n-tiers, ça va, je maîtrise bien. Base de données, SQL Server, j'ai pu mettre les mains dans le cambouis, tenter de les mettre dans le cloud, d'ailleurs ne faites pas ça. Ne mettez pas votre SQL Server dans le cloud. Ça coûte trop cher, ça fait trop mal. Donc voilà, j'ai pu faire un peu de hardware encore une fois, donc je sais ce que c'est maintenant un F5. Je sais pas ce que c'était, donc un peu au niveau Donc, serveur. c'est les bons trucs de Big IP, les load balancers Big IP, C'est F5, ça, machin, le plaisir. découvert tout ça, bah voilà, on était une petite équipe, donc il fallait un peu toucher à tout. Et donc voilà, on avait développé beaucoup de web API. Donc à ce moment-là, c'était beaucoup de design d'API et ça nous a obligés à penser interface, use case, design d'API, voilà, ressources, enfin beaucoup de questions de design de code. Donc et c'est un peu avec cette expérience que je suis arrivé chez Arola. Je sais pas si je vais faire cette transition comme Il faut ça. qu'on fasse de la pub pour Arola. Bon, On de peut. toute façon, je vais en parler un petit peu. Oui, Arola, soft.fr, software craftsmanship, ça a l'air honnête. Hop, c'est ça. Allez, on envoie le lien. c'est Vous fait, verrez, c'est en plus fait. le site il est marrant, il est un peu psychédélique, tout en vert. Enfin moi il m'a Ouais, beaucoup plu, justement avec quand je des l'ai. images qui passent pas par le certificat. Bravo les gars. Bravo. Ah bah zut. Ah bon Félicitations. bah oh, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc en fait, j'ai fait ma première conférence à peu près à ce moment-là. Parce que voilà, mon lead développeur il m'a dit bah voilà, fais des confs, tu vas apprendre plein de choses. Mais du coup je lui ai fait confiance. Je suis allé au Devox Ah, et j'étais un peu le seul .NET à ce moment-là. puis on parlait de technologie tout à l'heure. Ouais. Et tu as pris une montagne de technologie dans la tête à Devox, non? Avec des gens qui te Ah ouais, parlaient des nouveaux frameworks, des nouveaux machins, des nouveaux trucs. j'étais perdu. J'y suis allé un peu tout seul, donc Ouais. j'ai beaucoup apprécié tous les stands où il y avait de la bouffe. Non, non, j'ai suivi un peu les conférences et ouais, j'ai encore découvert que bah, le monde est vaste en fait, que j'étais dans mon petit cercle. J'étais toujours en fait dans mon petit cercle de développement, de connaissances. J'avais l'impression que dans ce périmètre-là, je maîtrisais les choses, je connaissais, mais en fait, bah, ça m'a ouvert les yeux un peu de dire voilà tout ce qui se passe en fait dehors. Tu t'es Donc retrouvé ouais, au milieu de perdu. 3000 personnes qui faisaient le même travail que toi, où tu Ouais, et pensais puis être quand même dans le... Enfin voilà, non, ça... ouais, tu vois, je transmettais mon connaissance, les gens revenaient vers moi. Ouais, putain, ça y est, je commençais à être senior. Alors, alors en fait... Et en fait, non, je, je devais connaître 2%. Je pourrais même pas le quantifier. Tellement, tellement.
Bah, tellement j'étais perdu en fait. Et c'est ta première conf, c'est ton premier event d'Evox. T'as pas fait d'autres. Ouais, non. Avant, si, on avait fait un peu des meet-up quand même. Ouais. Mais faut que j'avoue que c'était plus pour les pizzas que pour le meet-up. Ouais, Voilà. ok. Ouais, donc Non, j'ai fait des hackathons et autres. Je fais des meet-up, mais c'était plus pour le côté social que technique. Et ouais, je Il y a comprenais Delph pas qui nous forcément. dit ça a parlé de Dunning-Kruger, je le sens venir, je le sens venir. Oui, bah, je pourrais en parler, Dunning-Kruger, forcément. Alors, j'ai bien suivi cette courbe. De toute façon, on l'a tous. Oui. Je sais pas. Il faut expliquer ou pas, Dunning? Je vais envoyer un lien, mais je pense qu'on est bon. Mais oui, il y a toujours cette phase. Donc là, première conférence, j'ai repris une claque. Je suis redevenu junior instantanément, quoi. Et c'est pas grave. Je me suis pas arrêté là. Je me dis, le monde est vaste. Allons-y. Allons-y, ne baissons pas les bras. Allons à la rencontre de ces gens et on verra ce qu'on apprend sur le chemin. Et c'est un peu voilà, avec cet enthousiasme que j'ai rencontré Arola sur le Devox. Et ça avait l'air d'être une belle bande de geeks, de consultants marrants, sympas, habillés en vert, qui font un peu n'importe quoi. Voilà. C'était mon impression à l'époque. Très bien. Et c'était très positif. Et donc j'ai pu discuter avec le recruteur à l'époque. Et le courant est très bien passé. Et en fait, il se trouve que quelques mois, voire presque un an après, ma boîte n'a pas tenu enfin, je parle de ma boîte qui livrait des plats, n'a pas tenu la concurrence face au Uber Eats, Deliveroo, on s'est fait balayer. Et donc, je cherchais un job et je me souvenais de ce contact que j'ai eu au Devox avec ce recruteur. Donc, petit message pour les recruteurs, ne baissez pas les bras. Une discussion que vous avez eue un an avant peut avoir un impact un an après. Donc, ça m'a bien marqué. Donc, je lui ai envoyé un message et on s'est vu. Et puis, l'entretien s'est bien passé. Donc, c'était un entretien, un petit coup de pub pour Arola. Mon entretien s'est bien passé. C'était un entretien qui a duré 3 heures. C'était un échange technique, un peu comme on a en ce moment, en fait, sur la tech, ce qui nous motive, pourquoi on a envie de faire ce métier un peu de consultant, et surtout, qu'est-ce que c'est le craftsmanship et la qualité de code pour toi. C'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de mettre en avant. Bienvenue. Et pas de ça, fils buzz, nous dit Jean-Charles. Non, j'ai pas eu de kata, moi. Alors, je suis un peu passé entre les mailles mailles. du filet. Complètement. Discussion, 3 heures. Donc oui, j'ai dû dire ce que c'était solide. Voilà, on a parlé un peu de craft. Alors en fait, j'avais le savoir-faire, mais sauf que j'avais pas les mots. Je connaissais même pas Clean Code ou Craftsmanship. En fait, là, on est quoi là? 2-3 ans, on est en 2018. Et en fait, j'ai tout appris à ce moment-là. Donc c'était plus sur mon potentiel et ma personnalité qui m'avait recruté, je pense. Et voilà, je suis toujours là en fait. Et là, je rentre et j'arrive dans un bassin, dans une communauté en fait. Chez Arola. Donc voilà, c'était 100 développeurs, une centaine de consultants qui ont déjà bien exploré, on va dire, le craftsmanship, les techniques de TDD, BDD, DDD, de refactoring. Et moi, j'ai encore une fois tout à apprendre. Il y a Jean-Charles qui fait une remarque alors qu'il me trottait un peu en tête, mais si quelqu'un d'autre l'a fait, c'est que ça doit avoir le coup. Tu dis, j'avais pas forcément le savoir-faire, mais en fait, tu avais le savoir-être. T'as été embauché vraiment sur ça, sur... je sais pas, mais j'ai grave envie de savoir, quoi. Si, c'est ça, il y avait un peu un triptyque où donc il y a un savoir-être que vraiment qui a toujours plu en fait, peu importe les missions que je faisais. Donc un certain enthousiasme, un certain optimisme et une envie d'aider, de bien faire les choses et surtout d'apprendre. C'était surtout ça. C'était cet acharnement à vouloir apprendre les choses qui je pense a plu. Et il voyait bien que en fait, il me manquait des bases théoriques du craft, du savoir-faire. Il voyait bien que j'étais trop juste, mais que j'avais vraiment envie d'apprendre. Et du coup, le recruteur a un peu plaidé en ma faveur, parce que évidemment, c'était pas forcément simple. Parce que voilà, il préférait des gens, je pense, déjà seniors, qui connaissent déjà le TDD, etc. Mais du coup, c'est passé. Si vous avez un filon de gens qui travaillent en TDD au quotidien, qui connaissent le DDD, les pratiques du craft,
les vraies approches agiles, etc. Tu peux m'envoyer le filon, hein, c'est pour un copain. Non, Ça mais il y a ça roule. aussi, c'est que ça n'existe pas. Non. Et qu'il faut aussi donner la chance aux gens qui ont envie d'apprendre et qui ont déjà des bases et qui ont déjà commencé la démarche. Enfin, Mais c'est ça, exactement. Et en fait, je vais dire ça, j'ai une chance. J'ai une chance de parler avec lui un an avant, de reprendre contact, que ça se passe bien, qu'il me dise go voilà, pour mon profil. Et bah, en tout cas, pas de regret. C'est une belle aventure, c'est toujours une belle aventure. Et donc, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait: «Bah Manu, voilà, maintenant tu es chez nous. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est un livre technique qui s'appelle, Software, Crafter de Sandro Mancuso. Bah voilà, tu peux le lire. Ça, c'est Clean Code. Tu peux le lire aussi. Et ensuite, viens, on parle». Et donc, c'était mon premier bouquin technique. lequel t'as commencé par Heu, lequel? C'était Clean Code. Alors, ils t'ont donné une version en anglais, pas une version avec la traduction française immonde. Non, non, c'était tout en anglais. Tous Très les bien, bouquins techniques étaient en anglais. c'est déjà bien. Tu parles Ouais, de coder proprement, c'est ça? Un truc en bizarre? fait, Clean Code, la traduction française, ils ont tout traduit. Donc, tu es obligé de faire la traduction dans l'autre sens. Parce que, par exemple, il va te dire, dans ce cas-là, préférer un bon vieil objet Java tout simple. Donc, tu dis un plain old Java object, ok, un Pojo. Oui, c'est un enfer. Pardon, pardon, j'ai eu une absence. Ouais, t'es obligé de retraduire en anglais pour comprendre. Non, non, Donc là, bah, ouais, là, très bien. l'anglais était devenu obligatoire de toute façon bah, je pense que c'est très important, enfin, je sais pas si enfin, en tout cas, si vous maîtrisez pas trop l'anglais, vous avez du mal à lire l'anglais, bah, j'invite les gens à s'y mettre et apprendre. Il y a tellement de bonnes lectures en anglais Alors, et bah, la tristesse, c'est peut-être qu'il y a pas assez de contenu en français. ah. Delph nous dit après, donc The Social Crafter et The Clean Coder, c'est pas vraiment des bouquins techniques, Clean Code un peu plus, mais c'est vrai Mmh. que The Software Crafter, donc de Sandro Mancuso, et The Clean Coder de Robert Cecil Martin, c'est plus Mmh. des livres sur l'attitude C'est ça. qu'autre chose. Les deux se recoupent pas mal avec des chapitres un peu uniques. D'ailleurs, Mmh. voilà, si vous voulez. Par exemple, dans The Software Crafter, il y a toute une partie sur le recrutement, sur comment faire passer les entretiens, comment recruter des crafters, qui est assez folle en fait. Ouais, j'étais super impressionné comment écrire une fiche de poste, pas mettre des buzzwords, enfin d'ailleurs, je vous recommande à mes recruteurs Mm. de lire le Software Crafter. Moi, je l'ai posé sur le bureau de la recruteuse, ouvert à cette page. Tiens, je lis ça. Non, non, mais c'est après surtout on peut en discuter. Et en fait, donc je n'avais jamais lu le livre jusqu'à maintenant. Et en fait, on m'a conseillé de faire ça, c'est parce que bah, j'étais en entretien et je voyais que pendant mes entretiens, j'avais du mal à expliquer un peu mon parcours, j'avais du mal à trouver mes mots. Et on m'a dit, bah, Emmanuel, conseil, si tu veux améliorer ton vocabulaire ou autre chose, bah, faut que tu lises. Faut que tu lises des bouquins. Et en fait, en lisant, tu vas enrichir un peu ton vocabulaire, tout simplement. Et ça va être plus facile derrière, ensuite, pour t'exprimer. Et donc, je me suis mis à lire, un peu respecter ce principe, bah, vas-y, un bouquin de code ou de pratique craft et un autre qui n'a rien à voir, genre de la SF ou de la fantasy. Et en fait, il y a 3 ans et demi, je me suis remis à lire. Je ne lisais plus et je me suis remis à lire. Et j'ai vu en fait toutes les choses que ça m'apportait et en fait tout ce savoir et ces réflexions que j'avais en lisant ces livres. Ah oui, quand je lis Clean Code, je faisais le lien avec toutes les années que j'ai passées depuis mon stage jusque maintenant. Le bouquin, voilà, il me parle, enfin on communique presque. Tu vois. Pareil pour Software Crafter, les entretiens, bah oui, en fait, il y a toute cette expérience qui m'a permis de réfléchir encore une fois sur mon métier. Et donc, une fois de plus, j'ai redécouvert mon métier. On en a combien de fois? J'ai l'impression que c'est la 3 ou 4e fois. Ah oui, alors oui, puisqu'il y avait étudiant, stagiaire un peu premier job mentor, on va dire premier. Et Devox. là, Devox et ouais, Devox, donc la rechute. Et ensuite, bah, le craft et voilà, c'était une sorte d'héritage, extrait de plein de pratiques de craftsmanship qui là, il y a 3 ans et demi, me tombent dans les mains et que je découvre. Donc là, je vais sur internet, je vais manifeste craft. Je commence à bien m'intéresser à l'agilité parce que
j'avais jamais vraiment entendu parler non plus de Scrum ou de Kanban, enfin des Alors, techniques agiles. Alors, l'agilité, attention, Scrum. bah, Bon, bref, on n'a rien dit, on n'a rien dit. Tout va bien. Pente glissante. Chat, tout va bien. Tout va bien. Calmez-vous, tout de suite. Tout est sous contrôle. Non, on va parler de framework agile, je n'avais jamais entendu ça, framework. Non, on va pas parler on va pas dire le mot. J'avais jamais fait Scrum ou Kanban ou autre. Et donc ça j'ai découvert ça en mission à ce moment-là. Et comment le craft en fait pouvait, en tout cas l'attitude et le manière d'apprendre et de vouloir bien faire, enfin le fait de dire de bien avoir un produit qui fonctionne, c'est bien, mais surtout bien fait, well crafted, voilà, c'est mon anglais, c'est super important. Et du coup, je vais pouvoir un peu faire l'enchaînement des valeurs du craft et c'est là que j'ai compris, bah oui, on veut apporter de la valeur régulièrement, donc steadily adding value, donc avoir un focus sur le produit. Donc c'est à ce moment-là que je me dis que bah oui, c'est important aussi. Rien que ça, je m'arrête 2 secondes sur cette phrase qui a l'air de rien. Avoir un focus sur le produit, rien que ça, ça tire tellement de choses. Derrière, ça tire une quantité de méthodologies, d'approches, de choses à refactorer dans sa manière de travailler. Puisque c'est ça, hein. Puisque ton focus était sur les technologies jusque-là. Absolument. Il y a 3 ans et demi, j'étais technique. Je veux aller sur le cloud, je veux faire de l'Azure, je veux maîtriser toutes les bases de données possibles, je veux faire du conteneur, je veux faire du. Moi, le Et en projet, fait, j'y vais pas s'il n'y a pas un Kafka 2.4. je veux le dernier, c'est ça. Je veux la dernière techno. Point. Mais c'est bien cette envie, mais ça suffit pas. Alors, je te remonte un troll parce qu'il me fait rire. J'aimerais que t'en parles un peu. Nolwenn qui nous dit mais le produit, c'est pas la base de données. Mais peut-être que tu peux en parler parce que nous, on se troll entre nous, mais je suis pas sûr que ce soit aussi évident pour tout le monde. Le produit, c'est pas la base de données. Alors, je suis pas sûr de comment interpréter cette parole. Non, le produit, c'est ce qu'il y a entre la main de nos utilisateurs, hein, nos chers utilisateurs, les gens qu'on voit tous les jours, non? Les gens qui utilisent notre site. Enfin. Alors, connaissant un peu Nolwenn, à mon avis, il est en train de dire ton design autour des données versus ton design autour de la fonctionnalité, du métier, du domaine. Ah oui, ok. À mon avis, c'est ça qu'il est en train de pointer du doigt. Tu me dis, Nolwenn, si j'ai mal interprété ton intention. Bah c'est vrai qu'en plus je parlais un peu de refactoring pas longtemps. Donc oui, c'est vrai que la plupart des projets que j'avais fait à l'époque, enfin même maintenant, c'était beaucoup autour de la base de données. On commençait par la base de données, donc les fondements, la base de données, ensuite on créait la couche back-end et on finissait jusqu'au front. Et on faisait dans cet ordre-là, et c'était la donnée qui était maître. Et bon, il existe, il y en a qui ont décidé un peu d'inverser ça, c'est-à-dire finalement, on va partir du besoin. On va construire un peu notre, j'ai presque on va dire mock interface qui va en tout cas répondre aux besoins. Limite mettre de la fausse donnée derrière pour simuler ce qui se passe. Et petit à petit, descendre dans nos ressources et créer la data qui nous intéresse. C'est peut-être pour ça que le NoSQL avait autant de le vent en poupe. Parce que on se désolidarisait un peu de cette structure de la relation. Et nous, oui, il y a même des technologies un peu code first. Nous, on utilise un peu Fluent Migrator ou des choses qui permettent de coder, on va dire, nos entités ou nos relations et ensuite de publier le SQL derrière. Donc, plus forcément devoir modifier la base, puis le code, plutôt d'abord le code qui va venir modifier la base. Je sais pas si c'est une super bonne pratique, mais. Ok, c'est des outils de .NET, c'est pour ça que je les ai pas du tout. Ouais, c'est du code qui permettra de faire des modifications de base de données pour dire bah voilà, c'est pas la base de données qui est maître, mais bon. Ah oui, ok, nous c'est Liquibase, l'équivalent. Liquibase par exemple. Ça dépend un peu aussi des ORM, etc. Mais oui, j'ai pu découvrir mon premier autre architecture que 3 tiers, l'architecture hexagonale. Voilà, j'ai fait du 3 tiers toute ma vie là, pendant 7-8 ans. Et un jour, on m'a parlé de port et adapteur. Il me dit, bah tiens, lis des articles.
sur l'architecture hexagonale. Lis l'article d'Alistair en fait. Ouais, voilà, entre autres. Et du coup, une fois de plus, ça m'a permis de réfléchir à comment bien isoler ma valeur métier, comment la tester correctement, avec le moins d'effets de bord possible. Donc vraiment, cette logique test commençait à arriver. Et là, j'ai le droit à quelques formations sur le TDD et le BDD chez Arola. Donc on a parlé de TDD inside out, TDD outside in. Je sais pas si ça vous parle. Je Je sais pas si pense, vous avez mais une préférence entre le London ou le Chicago. ouais, c'est ça. C'est euh, ouais, ouais. On en parle régulièrement. C'est un débat qui revient souvent ici, donc on peut peut-être expliquer un tout petit peu parce que tout le monde n'est pas habitué. Peut-être tu peux expliquer en deux Ouais, petites secondes ce que c'est pendant que ouais, je rajoute des commandes dans le chat parce qu'on me dit qu'il faut mettre des nouvelles commandes. Alors je mets des nouvelles commandes. vas-y. Alors, petite digression sur le TDD, instant coaching. Donc du coup, il y a deux pratiques un peu qui existent dans le TDD. Il y a une approche qu'on appelle un peu mockiste, qui va consister en fait à d'abord définir la couche extérieure de notre système, de notre produit. Ça veut dire on part de l'extérieur, c'est-à-dire admettons je dois faire une application console, je vais commencer à tester le rendu de ma console. Par exemple, si je dois afficher un tableau, je vais créer un test qui me donne un exemple de mon tableau et commencer vraiment le rendu, même presque l'IHM en fait, ce qui va être visible sur le client. Donc ça va vraiment être la partie extérieure et ça permet de tout de suite valider, entre guillemets. Donc c'est assez coûteux, hein. C'est à mettre en place ce premier test, mockist. Souvent on va être dans le rouge assez longtemps avant de pouvoir descendre petit à petit dans les couches internes. Mais ça permet de valider en fait cette interface assez rapidement avec le client. Et ensuite, donc une fois qu'on a cette interface, on va venir moquer derrière avec en tout cas de la fausse data pour faire passer nos premiers tests. Et petit à petit, on va venir construire comme un échafaudage pour aller directement jusqu'à nos couches plus basses et venir compléter nos codes. Et Donc, ce qui est intéressant. tu refais des cycles de TDD à l'intérieur ou Ouais. tu te bases que Et, sur ça? et en effet, on refait cette interface qu'on a fait, donc on va venir entre guillemets presque faire sauter nos mocks, enfin refaire un cycle un peu d'interface, dire bon maintenant cette dépendance je vais pouvoir la coder, donc hop, je refais mon cycle de TDD pour la coder, je continue à mettre des mocks jusqu'à ce que j'en ai plus besoin, et pour conduire, et ça me conduit pas à pas en contrôlant mon développement. Donc ça c'est le outside in. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est le refactoring derrière. Parce que si on veut faire un changement et qu'on a déjà fait tous nos interfaces, nos mocks, à refactoriser, c'est compliqué. C'est pas aussi flexible que si justement on cherche à le faire peut-être de l'intérieur. Ça veut dire que bon, on a un besoin, on va le découper en tout petit et on va le faire en inside out. Et donc je vais prendre une petite partie de ce besoin. Donc là, par où on commence, c'est aussi un challenge. Par où on commence en TDD. Donc généralement on prend, on découpe nos besoins, on prend une petite et on va juste coder cette partie et faire en sorte qu'elle fonctionne en commençant par appliquer un test qui va vérifier ce fonctionnement-là. Et ça va nous forcer à créer des classes ou juste ce qu'on a besoin pour faire fonctionner notre code. Et en fait, on va venir appliquer encore des nouveaux tests petit à petit pour agrémenter les nouveaux comportements et surtout au fur et à mesure, le plus important dans le TDD inside out, donc quand on part du nœud, c'est de bien prendre le temps de refactoriser au fur et à mesure que notre métier, en fait, notre code grossit, entre guillemets. Donc, car si on refactorise pas, on risque d'être bloqué un peu dans l'évolution de notre développement. Donc, le TDD, en revanche, c'est un test rouge dans un premier temps, qui est ce qu'on aimerait observer dans notre code. Ensuite, on fait le plus petit changement pour le faire passer au vert. Donc généralement, ça va être un if ou une constante dans une méthode.
Et ensuite, on passe du temps à refactoriser pour petit à petit faire évoluer notre code. Et une fois que tous les tests sont mis, voilà, tous les comportements sont vérifiés, notre code est fini. Et après, on n'oublie pas de refactoriser les tests aussi. C'est très important. Je sais pas si c'est l'idée, je pourrais en parler encore plus longtemps. J'ai mais... pas tout à fait moi les mêmes définitions. Je suis désolé, j'ai eu un petit moment d'absence. Apparemment, ça parle de reconfiner ce week-end, donc ça commence à râler Aïe, aïe, aïe. par chez moi. Il y a des notifs. Ah là, ouais, ça se répand. J'ai pas tout à fait les mêmes, j'ai pas tout à fait les mêmes définitions, mais c'était intéressant. Peut-être ce que je peux dire, c'est que si vous voulez parler de tout ça et surtout pratiquer tout ça, n'hésitez pas à venir aux événements qu'on fait, puisque 2 fois par mois, on va faire des coding dojo et vous allez avoir l'occasion de pratiquer ces différentes approches et ces différentes choses. Donc, peut-être qu'on peut le résumer comme ça. N'hésitez pas à venir pratiquer avec nous. Ça peut être une bonne idée. C'est ça. Faites des katas. C'est ça le résumé du truc. Donc voilà, mais en fait, le fait de vouloir en tout cas maîtriser ces pratiques, car c'est difficile de faire du TDD, ou enfin, je dis BDD, DDD, enfin un peu toutes ces pratiques qu'on dit craft, c'est franchement très difficile. Et je pense pas. Alors là, j'essaye de me dire que je maîtrise pas ces pratiques-là, même pour essayer. Non, mais je pense qu'on sera jamais expert là-dedans. Je serai toujours junior. Qu'est-ce dans qui ces est très méthodes. difficile? Je pense que c'est de passer un peu de la théorie à la pratique sur des méthodologies comme le TDD et arriver à bien l'appliquer en production dans un contexte d'équipe. Ou pareil pour le BDD, il y a un côté un peu collaboratif où on digresse pas mal. Mais en fait, ces pratiques-là, j'ai tendance un peu à les appliquer mais sans les nommer dans ma mission. Je sais pas si ça parle un peu. Je crois qu'on le fait à peu près tous. Ouais, voilà. Le, Donc, le, le DDD, tu commences à dire les premiers mots alors que ça fait 1 mois et demi que tu as mis en place plein de trucs. Tu fais, ouais, en fait, on a fait ça depuis 1 mois et demi. oui, Vous inquiétez c'est pas, ça va ça. bien se passer. Tout va bien, tout est sous contrôle. Voilà. Donc, généralement, je pioche un peu dans ces pratiques, ce qui peut être de pertinent, on va dire, dans dans mon contexte. Et c'est comme ça que je peux aider l'équipe et puis surtout le business et puis à atteindre nos objectifs et puis surtout à apprendre. Il y a Romain qui Et nous dit qu'est-ce qui est difficile, voir en quoi une pratique peut être pénalisante sur le long terme. Et connaissant un peu tes talks, Romain, je pense que tu nous parles de TDD parce que Romain, justement, a une pratique de TDD, aujourd'hui, je crois, qui est vraiment outside-in mais non mockist, où il va utiliser des implems in memory, etc. Et ça va lui permettre d'avoir une approche différente. Et donc, dans sa réflexion de TDD, il est aujourd'hui dans cette école. Tu me dis, Romain, hein, si je misinterprète complètement tes propos, j'essaie de broder le temps que tu expliques. Mais voilà, ça peut être, oui, effectivement, ça peut être quelque chose de voir ce qui est bon ou pas bon. On parlait de Solid et du fait que c'est beaucoup remis en question. ouais. Qu'est-ce qui est bon dans Solid, qu'est-ce qui est pas bon? Dans quel cas, l'excès en tout est un poison, donc il faut, Exactement. Non, mais en tout cas, je pense que en essayant d'apprendre le TDD, on découvre encore ou BDD, enfin en essayant de creuser dans ces pratiques, j'ai l'impression qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Et c'est comme s'il y avait des strates. Je veux dire, voilà, je commence à me plonger dans le DDD, à réfléchir donc en termes de domaine, d'architecture, de besoins. Donc là, j'apprends des ateliers. Donc tiens, on peut parler d'event storming, on peut parler de context map. Ça, c'est un peu le social qu'on va avoir avec les responsables du produit. Et ensuite, comment on va utiliser ça pour aller dans le code. Ça demande plein de compétences, que ce soit humaines ou techniques. Et c'est déjà c'est hyper challengeant et il faut savoir le faire, enfin faut savoir le suivre tout ça. Et Il y a c'est Delph difficile. qui nous dit le craft c'est du pragmatisme, donc remise en question constante. Ouais, je suis d'accord. Je crois que
Ça pourrait être le mot de la fin. Voilà. Le craft, c'est du pragmatisme, remise en question tout le temps. Il n'y a pas de silver bullet, exactement. Clairement, c'est pas dire eh, on va appliquer du TDD, vous allez voir la qualité de code, ça va être génial, tout va bien se passer. Non, pas du tout. Il y a plein de choses qui peuvent mal se passer, mais il faut toujours se remettre en question et voir quelles sont les prochaines étapes. On pourrait parler de maturité d'équipe. Quelles sont les prochaines étapes qu'on doit atteindre pour mieux faire les choses, faciliter notre quotidien et surtout répondre aux besoins correctement, quoi. Et donc là, on est quelle date là? Est-ce qu'on est déjà le 24 mars 2021 ou pas encore? Là, on est en plein dedans. Donc, oui, j'ai commencé par des formations Clean TDD, puis BDD, qui est une sorte de TDD, on va dire, avec du social. Je simplifie à mort. Et je fais une formation plutôt DDD sur la fin, pour un peu compléter tout ce panel, on va dire, de pratiques. Et ensuite, au cours de mes missions, j'ai essayé de mettre ça en place. Donc, il y avait un peu de travaux pratiques, un peu d'apprentissage en mission, ce qui n'est pas forcément évident. Mais il y a cet aspect communauté qui c'est bien. Parce que le fait d'être avec son consultant, on est tous à peu près à la même position, c'est que on peut échanger entre nous pour se remettre en question, demander comment toi tu ferais, et on peut partager entre nous pour s'aider même en mission les uns chez les autres. Et ça c'est la deuxième valeur, enfin c'est non même la troisième valeur du manifeste, quoi. C'est vraiment une communauté de professionnels. Il y a... Et je l'ai bien retrouvé dans cette boîte. Ok. Il y a K3827, donc Kevin, qui nous demande est-ce que le craft remet en question le craft? Je ne sais pas si c'est un troll, mais je trouve ça intéressant. Non, mais en vrai, oui. On pourrait essayer de dire, ouais, en fait, le craft, ça se trouve, c'est pas forcément bien. Et ça peut être vu comme très élitiste, en mode, il y a le bon dev, le mauvais dev, tu vois. Il y a un côté arrogance, il y a un côté élitiste, Ouais, il y a c'est certains fers de arrogant, lance de craft qui transmettent quand même pas mal c'est ça ça. sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Tu fais pas de craft, mais franchement, t'as raté ta vie, tu vois. Si tu Non, travailles pas avec tel méthodo, je veux même pas te parler. Enfin, ouais. donc, non, je pense que en effet, on peut se dire, ouais, je fais du craft et tout, mais en fait, on le sera peut-être jamais. Donc, je pense que le craft remet en question le craft, ouais. Il y a Romain qui Et nous que, demande est-ce qu'il y a une réelle dimension sociale autour du développement d'un logiciel? Et si oui, quand? J'aurais dit oh, comment, moi, plutôt que quand, mais. oh, oui, oui, oui. Alors, oui, il y a complètement une dimension sociale. Alors, attention, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'un logiciel? Qu'est-ce qu'un logiciel si ce n'est pas le produit d'une interaction entre des gens, une équipe et des utilisateurs? Des utilisateurs qui ont un besoin et une équipe qui vont faire en sorte de répondre à ce besoin-là. Et en fait, ils vont communiquer, interagir à travers un logiciel. Et ça va être une espèce de boucle de feedback, un peu d'émotion, d'interaction qui va résonner un peu sur ce logiciel. Donc c'est complètement humain. Et en fait, C'est vraiment très très humain. la question de Romain, c'était pas quand, il manquait la fin, c'est quand en as-tu pris conscience? Ah, d'accord. Il y a un an ou deux. En fait, avec le DDD, je pense. Quand j'ai vraiment essayé de plonger dans tout ce qui était domaine driven design, euh, j'ai commencé à prendre un peu plus de recul sur comment je pouvais voir un logiciel et comment il évoluait et pourquoi. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une espèce de vision globale où je pouvais voir toutes les interactions avec les humains. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jessica Kier. Jessica Kier. Ça me dit rien. Elle parle un peu de, de justement ce côté un peu social et dimension humaine qu'il y a entre le logiciel et puis ceux qui l'utilisent en tout cas. Ah, Et Jessica c'est très Kier, ok. intéressant, Jessica Kier. Et j'aime beaucoup la suivre sur Twitter ou autre, et ses blogs m'ont beaucoup inspiré. Et voilà, si tu t'intéresses un peu à ce côté social, comment en fait
quand on modifie le logiciel, bah, en fait, ça nous change, on impacte en fait l'humain. Et Romain qui C'est nous dit assez- Jessica Kier, topissime, j'étais en train de me demander qui nous en avait parlé la dernière fois, mais c'était toi Romain peut-être, tout simplement. Mm. Ok. Ouais, vous pouvez lire ces articles. Moi, ils m'ont beaucoup parlé. C'est un nom barbare, à un moment, stigmathésiste, quelque chose comme ça, qui explique que voilà, on est une sorte d'intelligence un peu. C'est un collectif qui vient impacter le logiciel, et cet impact va revoir un feedback sur nous, et en fait, c'est la même chose, quoi. L'équipe est le reflet du logiciel, et le logiciel est le reflet de l'équipe. Donc si on dysfonctionne en tant qu'humain, notre logiciel il risque fortement de dysfonctionner, et vice versa. Si on soigne le logiciel, ça va peut-être soigner les humains qui sont derrière. C'est la loi de Conway C'est crade. appliquée à une personne. Exactement. C'est ça. Ok. Donc dites-vous que, alors attention, dites-vous que si vous améliorez votre code, bah, ça se trouve, vous avez un impact sur un humain peut-être dans le futur, ou peut-être votre collègue direct, vous allez lui faciliter sa compréhension, sa vie, son quotidien. Et bah, je trouve ça très motivant, quand je développe en tout cas. Dire que bah, voilà, même bah, quand je refactore un petit peu, quand je rends les choses plus claires, bah, que ça améliore un peu le quotidien autour de moi, je trouve ça quelque chose de très très motivant. Ok. Donc Et bon, pas mal. on était à la troisième valeur quand je t'ai recoupé pour la 27 millième fois de cette soirée, il me Pas de semble. souci. Et le dernier est assez sympa, et c'est encore une fois que chez Arola que je l'ai eu. C'était pas seulement donc enfin, une collaboration, mais aussi un partenariat productif. Ah, celui-là, il est incroyable. Et elle est Mm. simple cette phrase, hein. Mais Ouais. un partenariat productif, et Alors là, on pourrait parler de plusieurs choses. Euh, je vais commencer par celui-là. En effet, avant, j'avais un peu toujours cette posture où on me disait, bah tiens, voilà, Emmanuel, fais ceci, enfin, voilà, fais cette tâche, et voilà, si tu peux la faire comme ça, c'est bien. Donc j'avais un peu cette posture où dis-moi quoi faire et je vais le faire. Et en fait, j'apportais pas forcément à mon client tout mon savoir-faire. Je- J'avais une sorte de restriction, en fait, comme si je marchais, en fait. on me dit de Et carler, je en fait, carrele, on me dit de pas carler, je carrele pas, quoi. voilà, c'est Il ça. y a un peu ça. Exactement. Voilà, on me disait, voilà, tu peins en blanc, bah, je peins en blanc, très bien. Si tu veux du blanc, tu auras du blanc, tu auras un blanc même éclatant, pas de souci. Et sauf que, en fait, je n'apportais pas ben, ma propre expérience que j'ai pu, grâce à avoir mes années passées, justement depuis 10 ans. Et en fait, j'ai décidé bah là, d'arriver et de dire bon, bah, vous m'avez embauché, bah, c'est parti, vous allez voir moi, mon expérience, mais le plus possible. Et, et donc c'est là où bah, je vais dire, voilà, j'ai 10 ans d'expérience, je vais apporter ça. Donc j'ai quand même des attentes dans le développement, dans la conduite logicielle et autres. J'ai une certaine exigence, entre guillemets, que j'impose à moi-même, mais pas aux autres. Et, donc voilà ce que je propose. Aussi toutes les compétences transférables que je peux avoir, donc ce que je sais en DDD, BDD, TDD, au refactoring. Et toi, bah, de ton côté, tu as un besoin, en effet, tu as un produit, tu as des idées, et on va collaborer, enfin, je dis collaborer, mais on va avoir la synergie, on va avoir la synergie des deux ensemble qui vont vraiment permettre de résoudre, et pas juste un pan qui va venir bah, réclamer bah, juste un technicien spécialisé, on va dire ça comme ça. Donc, c'est une certaine posture, c'est quand même un peu des prises de responsabiliser. Ça veut dire, bah voilà, je veux vraiment partager tout ce que je sais, et avoir un partenariat productif, et pas juste quelque chose dans une direction. Et bah, c'est pas forcément facile. Et il faut que j'y trouve mon compte moi aussi. Ça veut dire que bah, ça peut être au niveau éthique, ça peut être au niveau bah, apprentissage, conduite. Donc là, j'ai la chance en ce moment, là, je suis en mission chez Academia et je fais des choses qui me plaisent bien. Je fais du mentoring, j'ai des activités très diverses. Et franchement, ça me plaît bien, ça m'apprend beaucoup. Et j'ai envie de continuer. Et donc aujourd'hui,
tu as redécouvert ton métier 5 fois. Ouais. Je crois qu'on en est là. 5 fois dans ta... et je m'attends encore à des nouveaux jalons plus tard, on va dire. C'est peut-être tous les 2-3 ans. Enfin, ça dépend des choses qu'on apprend. Les fois où on se remet en question. Mais ouais, 5-6 fois peut-être. Des rencontres, ouais, de la manière de voir les choses. Aujourd'hui, donc au début, tu nous parlais énormément de la technologie. On a un peu spoilé, on a un peu trollé sur ça, mais là aujourd'hui, ça fait un moment que tu nous parles plus de technologie. Maintenant, les technos, je fais, on va dire, une veille, mais modérée. C'est-à-dire, j'essaie plutôt d'apprendre à bien maîtriser les technos que je connais. Donc voilà, le C#. Je fais quand même un peu de JavaScript, parce que bon, bah, faut falloir peut-être... faut se faire mal un peu de temps en temps. Et puis... Faut se faire mal un petit peu, voilà, exactement, faire se mal un petit peu. Et quand on regarde le marché, on se dit, bon, va falloir mettre du craft dans le JavaScript. Je sais pas comment, mais... Non, ça n'existera pas. On n'était pas en live en train de faire ça ce matin avec Gnuc d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Donc voilà, je fais un peu ma veille technique, mais j'ai arrêté de courir après les technos, en effet. Et est-ce que... alors, je sais pas comment poser ma question pour qu'elle soit pas orientée, donc je vais la poser comme elle vient. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as appris à considérer les technologies comme un moyen et non comme une fin? Ouais, en effet, un peu orienté. Oui, je sais pas comment le dire autrement. Oui, alors est-ce que j'ai appris ça? Oui, enfin, je sais pas trop quoi dire, mais en effet, je vais plus courir après les technos. C'est vrai que là, je vois des autres, donc c'est clairement un moyen. Donc si un jour on me demande, bah tiens Manu, tu vas faire du Java ou du PHP ou autre, bah très bien. Déjà, est-ce que voilà, tout le monde maîtrise bien ces technos? Bah, ça me dérangerait pas trop. C'est un moyen. S'il faut faire évoluer un produit dans une autre techno, pourquoi pas? Voilà, on préfère être. Voilà, maintenant je suis plutôt agnostique. Et si je peux apporter mes compétences, la techno, ça me regarde moins. Bon, c'est sûr, je vais être plus de facilité en C#. Mais voilà, c'est un moyen de créer un logiciel. Le langage, il apporte sa manière. Enfin, voilà, le langage, il apporte ses fonctionnalités pour voilà, développer et coder. Et à nous de les prendre en main et de savoir bien les utiliser. Il y a Gnuc qui dit c'est quand même dommage que Microsoft fasse des langages sympas, aka TypeScript, parce que ça parlait de TypeScript, mais qu'ils sachent pas faire un système de fichiers. Il y a plein de défauts à Microsoft. Franchement, parfois dommage. je me prends la tête, mais ouais, je suis... Ah tiens, il y a Romain qui nous dit si tu dois choisir une nouvelle techno à apprendre, sur quels critères tu vas baser tes choix? Je partirais peut-être sur un nouveau paradigme. Ok. Genre, je fais beaucoup de C#, donc objet. J'aimerais du fonctionnel, peut-être. Justement, j'ai vu que c'est un beau potentiel à faire à coder, bah voilà, plus en fonction. J'en ai marre des nulles références. Voilà, vous savez tout. Alors, je pense que la question n'était pas du tout orientée, puisque je crois que Romain, tu ne fais que des missions F# maintenant. Il me semble. On peut être amis. Peut-être. Ah tiens, salut Florent. Ouais, Florent aussi qui fait du F#. Vous pouvez peut-être être amis. Je pense que c'est tout à fait possible. Et voilà, j'ai envie dans le futur peut-être d'allier le meilleur des deux mondes. Voilà, exploiter bien le côté fonctionnel que je connais pas du tout. Et bah, le côté objet, voilà, en fonction du besoin, du contexte. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un moyen. Je ferai pas que du fonctionnel ou que de l'objet, ça dépend. Ok. Mais il faut apprendre d'abord. Ok. Est-ce que tu avais d'autres choses ou est-ce que je continue de dépiler des trucs? Non, on a parlé de partenaires productifs, donc c'est important de chercher quand même un certain épanouissement dans sa mission. Je sais que parfois c'est pas facile. Et voilà, il faut se remettre en question pour arriver à avoir un partenariat productif. La communauté de professionnels, donc essayer de trouver un mentor, une communauté où vous allez pouvoir échanger, bah voilà, ce meet-up, c'est super. Votre mentor n'a pas forcément besoin d'être quelqu'un entre guillemets qui existe. Vous pouvez choisir un mentor qui soit un développeur légendaire, qui soit quelqu'un qui a suffisamment communiqué.
si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez travailler au quotidien, c'est beaucoup mieux. Mais vous pouvez aussi chercher des mentors. Vous pouvez regarder les signataires du manifeste agile, par exemple. Il y a 2-3 mentors potentiels là-dedans. Mm. Voilà, c'est pas forcément une rencontre professionnelle qui fera votre mentor. Vous pouvez trouver des mentors ailleurs. Et vous pouvez trouver des mentors, effectivement, sur les différents meet-ups, dans les conférences, dans les conférences, etc. Enfin, il y a plein de manières de trouver des mentors. Faut pas forcément Je- attendre que ça arrive. Ouais, et ça peut être très intéressant de suivre des gens sur Twitter. Moi, j'ai aussi c'était un autre nouveau jalon Twitter. J'ai jamais utilisé Twitter jusqu'à ce que je commence à suivre des personnes de la tech dessus, ce qui m'aide beaucoup pour ma veille. Voilà, au Alors, passage. on voit une différence de mentor, puisque Gauthier dit que son mentor c'est Chuck Norris, celui qu'il a choisi, et Jean-Charles, son mentor c'est Gnuck. Bon, dans l'octogone, je sais qui je prends avec moi, alors du coup. Parfait, parfait. Voilà. Le temps de t'y mettre, Colin, à quoi? J'ai dû louper un troll. Je suis en train de me faire troller, mais je sais pas sur quoi. Écoute, on verra bien. Je sais Alors, pas, t'as dit COBOL, je pense, t'as ça doit être ça. t'as complètement freeze chez moi. Ah, à Twitter. À Twitter. Ah, oui. T'as complètement freeze. Hop, écoute, j'ai encore la voix, donc c'est pas très gênant. Et Romain disait que ta remarque est intéressante. Tu vas pas juste aller chercher une techno, mais aussi une connaissance plus profonde. Par exemple, un nouveau paradigme qui peut être actionnable, peu importe la techno. C'est vrai, je peux faire du fonctionnel en C#. Bon, ça, Alors, si c'est tu possible. veux, si tu as la recherche de copains, nous avons Gauthier qui est développeur Haskell au quotidien. Donc, si tu veux faire du fonctionnel, mais vénère. J'ai jamais voulu sauter le pas au dojo, parce que au dojo du soir, pour venir faire de la scale, mais je pense que ça serait une bonne expérience. Sans aucun problème, tu peux avoir Ça des me gens motive. qui sont motivés pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, des remarques. Voilà, est-ce que le manifeste Craft avec ses 4 nouvelles valeurs est suffisant? Est-ce qu'il y en aurait en plus à ajouter? Jean-Charles nous demande, est-ce qu'il y a des nouvelles méthodos que tu souhaiterais expérimenter? Donc si on reprend un tout petit peu ton arc de méthodos actuel, il y a les DD, TDD, Ouais. BDD, Et XTD, ouais. DDD, Mhm. de l'agilité, mais pas en mode framework, on a un peu trollé là-dessus tout à l'heure, plus des trucs proches de extreme programming, on a parlé de peer Oui, review, pair programming, mob programming peut-être. c'est ça, ouais. Et beaucoup le pair programming, j'adore. Ok. Je fais rarement des mobs, mais les quelques fois où j'en ai fait, c'était vraiment très bien. Ok, du coup, est-ce qu'il y a d'autres méthodos donc que ce panel-là aujourd'hui où tu te dis tiens, je veux le tenter en vrai? Bonne question. Alors, j'ai vu cette pratique il y a quelques années. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'était le TCR, Test Commit Revert. El famoso. Et ça, je me demande si en production ça pourrait le faire. Je sais pas. J'ai J'ai vu jamais des, essayé. j'ai vu des gens qui scriptaient le TCR carrément, donc il y avait un batch qui tournait en boucle en local pour faire leur TCR. Nous, on a fait pas mal de kata en TCR, donc en mode kata, tu te rajoutes en plus des itérations de 2 minutes. Et la conclusion qu'on avait à la fin, c'est quand même que ça nous embête de ne pas avoir la phase raid au début du test. Cette première D'accord. étape où ton test échoue, qui est quand même super Mhm. intéressante pour savoir si tu testes quelque chose, euh, c'était un peu ce qui nous embêtait. Est-ce que tu avais D'accord. d'autres idées de méthodo ou est-ce que Ouais. j'enchaîne sur les questions? Alors moi, j'ai une méthode que justement, en fait, ça m'est venu, on parlait de mode programming. Je me demande si des mobs plus réguliers, en fait, genre plusieurs heures par jour, je me demande quel serait le résultat de cette pratique, en fait. Eh ben, nous avons des gens qui ont pratiqué, qui ont. Oh. Est-ce que vous avez. Mais si vous avez fait des trucs publics, Romain, avec Sylvain, là-dessus, il doit y avoir des confs quelque part où Je vous sais que- parlez de je ça. sais qu'il y a le Mob Mentality Show là, sur Twitter qui font souvent des vidéos et autres. Mais voilà, j'avoue que je suis beaucoup au stade pair programming, je fais vraiment beaucoup de pair programming. Et je me demande si est-ce que l'étape d'après ce serait le mob ou pas, ou est-ce que je m'arrête là? Ok. Et ça peut-être pousser cette pratique, ça pourrait être intéressant. Ouais.
Et on Ok. serait vraiment dans l'esprit d'équipe, quoi. Finalement, l'équipe, ça deviendrait un développeur avec des multi-cerveaux. Et donc, il y a Anaralite qui nous demandait qu'est-ce que tu conseillerais comme méthodo pour, entre guillemets, débuter dans le software craftsmanship. Hmm. Comme méthode, j'ai envie de dire le TDD. Ouais, j'aurais dit pareil. Par contre, qui va tirer plein de prérequis. Et Mhm. c'est pas un nouveau framework, c'est pas un nouveau langage, ça s'apprend pas dans la semaine. Hein. Ça serait peut-être refactoring et clean code alors, essayer de bien Mais nettoyer son code derrière soi. pour moi, TDD va tirer tout le reste, mais faut Ouais. pas partir en se disant dans une semaine et demie c'est plié. Non, c'est une longue route, C'est très longue. beaucoup plus long, mais ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine parce qu'en fait, oui. Parce que le TDD, ouais, tu peux remonter jusqu'à ton client. Limite, les meilleures phases de code que j'ai fait, c'était quand c'était du pair programming avec mon utilisateur juste à côté de moi. Et en fait, on pair programmait et là, et si j'ai pu faire, bon, c'était pas du TDD à l'époque, mais j'ai l'impression en tout cas de réfléchir d'abord aux besoins, essayer de le valider avant de le coder. Et ça, c'était vraiment une super sensation. Donc Et ouais, pour le craft, Romain nous dit comme méthodo, alors c'est pas vraiment une méthodo, mais c'est une manière d'apprendre beaucoup plus vite, c'est de pair avec un crafter expérimenté. ouais, je suis d'accord. Qui va t'apprendre le TDD de toute façon, puisque ça va être le premier sujet, je pense. Enfin, ce sera pas un sujet, mais. Donc voilà, s'il y a des katas, il y a des dojos, c'est un vrai accélérateur, c'est de baigner en fait dans ce bassin craft. Bah, au final, on est tous des éponges et on apprend, hein. En observant, on apprend petit à petit, en posant des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, c'est plutôt une communauté bienveillante. Ouais, je viens de dire ça. Voilà, on peut C'est- troller, mais on a tous, on sait qu'on a tous été juniors, enfin, qu'on a tous besoin d'apprendre, donc La voilà. communauté des crafters lyonnaises, en tout cas, est très bienveillante, sauf Gauthier et moi. Mais il en faut toujours. Sinon, ça va. Un peu de chaos. Non, bah, très bien. Donc ouais, faire des katas, du pair programming, c'est super efficace pour apprendre le craft. Lire des livres, moi ça m'a complètement changé. Vraiment, il y avait un vrai avant-après. Hmm. Mais des livres, Voilà, quelques livres, pas des livres je sur sais pas les si on technos, pourra. des livres plus généraux, Ouais, justement. même par exemple, c'était pas trop craft, mais il y avait tu dois connaître le Phoenix Project. Oui. Alors oui, Donc là, en fait, on fait des soirées lecture ici, et c'est des bouquins qui ont été présentés. Tout à l'heure, il y a des liens qui ont été redrop. On fait des bah soirées où on voilà, présente des lectures qu'on a faites. ça m'a bien, il m'a bien changé lui aussi. J'ai revu un peu le management, enfin, un peu différemment. Enfin, tout ce qui est, du coup, on pourrait digresser tranquillement sur le DevOps aussi, cette philosophie que j'ai vu apparaître Ouais. ces quelques dernières années. T'expliques pourquoi je me marre. Hein. J'ai quand même dit, moi, je trouve que c'est bien de demander à Colin d'être bienveillant. Par contre, faut prévoir des pop-corn à côté, quoi. Pas Des mal. bisous, bien sûr, des bisous. Non, bah, Euh, très bien. Vous avez cité les livres que tu recommandes. Ah non, quels sont tes livres que tu recommanderais pour se lancer dans cette démarche, peut-être, pour reprendre un peu la question d'Anaralite. Et Kevin, n'hésite pas à préciser si tu veux des recommandations autres. Non, non, bah, on les a un peu cités, hein, donc oui, je recommande toujours le Clean Code et le Software Crafter. C'était les deux premiers, et ça m'a posé les bases, clairement. Ensuite, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'était plus sur la gestion d'équipe, qui s'appelait les Five Dysfunctions of a Team. Les 5 dysfonctions de l'équipe, désolé, je fais la trad. Et ça m'a appris un peu comment une équipe gagne en maturité, en fait, et tout ce qui était psychological safety. Comment bah, on a besoin de se faire vraiment confiance, comment une équipe passe d'un groupe à justement une équipe, et appliquer ça dans le développement logiciel. Et je trouve que bah voilà, si je dois dire une des choses un peu de rôle que le Craftman doit avoir, c'est de faire en sorte de faire monter en compétence son équipe, d'améliorer, de monter le niveau, raise the bar. Et ça passe un peu par ces différentes étapes de maturité au niveau de l'équipe. Justement, on dit souvent que c'est pas plein de bons développeurs qui font une bonne équipe,
c'est une bonne équipe qui font des bons développeurs. IT Crowd, Work as a Team, Tepatui nous conseille. Carrément. Kevin demande si c'est de Mancuso. Non, le bouquin de The Software Craftsman, ouais, c'est Mancuso. Mais c'est celui que tu as présenté en soirée lecture, Kevin, non? Ah non, c'était The Software Crafter. Ouais, je sais plus si t'as... Je sais plus lequel t'as présenté, Kevin. Sinon, j'ai lu aussi... Alors celui-là, il est un peu hard, Working with Legacy Code. Working Effectively with Legacy Code, parce qu'il y en a un autre. J'ai appris qu'il en existait un autre. Ok, Working Effectively with Legacy Code. Je l'ai pas lu encore, il traîne quelque part dans la bibliothèque. Il était un peu difficile, mais il y a vraiment des bons passages qui m'ont bien inspiré, justement, un peu cet esprit de reprise de Legacy qui peut être grisante, en fait, même si c'est difficile au début. Et pas forcément vouloir toujours faire des projets Greenfield, donc de zéro. Et j'ai bien aimé comment ça a été expliqué dans ce livre. En plus de donner un peu des techniques. Il y a Delph qui nous dit le départ de To The Pragmatic Programmer, donc de Dave, Thomas et... Je sais plus. Clairement, ouais. C'est là, je me souviens du chapitre sur les traceurs boulettes. On reparlait de Outside In tout à l'heure. Ou Walking Skeleton, je sais plus, c'est l'un des deux. Je suis pas si d'accord que ça, un peu déçu par ce bouquin que j'ai trouvé un peu trop easy. Je l'ai peut-être lu trop tard. Il a lancé les choses, il était essentiel, mais... donc il y a Naralith qui nous dit refactoring de Fowler. Il est intéressant, mais pas pour commencer, c'est plus pour des méthodes avancées. Je pense. Sinon, ouais, il y avait quoi? Il y avait Software Essential. Je sais plus de qui. Moi, j'aime beaucoup Clean Agile, donc d'Uncle Bob. Je l'ai pas lu non plus. C'est son dernier, je crois. Vraiment, je le conseille. Vraiment, je le conseille. On a dit The Phoenix Project, bien sûr. Software Crafter, Software Crafter. Il y avait la suite un peu de Phoenix Project, Unicorn Project. Ah, je l'ai pas lu. Tu sais, j'ai pu le lire, il est marrant, donc c'est Gin, enfin, je sais plus trop son nom. Et voilà, il propose 5 idéales pour qui vont venir un peu alimenter la vie du développeur. Je vais pas trop spoiler, mais du coup, c'est encore une nouvelle qui vient où on accompagne une développeuse, justement, qui arrive dans une équipe et il faut qu'elle arrive à tout changer. Et c'est bien, il y a beaucoup d'émotions, en fait. On oublie un peu aussi les émotions qu'on peut ressentir en tant que développeur. Et il y a beaucoup d'émotions qui sont retranscrites dans ce livre et qui sont vraiment sympas à lire. Je vais couper un tout petit peu cette conversation pour une raison très très simple, c'est que pendant qu'on parlait, il y a des gens dans le groupe qui ont bossé et donc qui ont annoncé les événements pour avril. Et il se trouve que le 22 avril, annoncé officiellement, nous avons une soirée lecture. Soirée dont vous êtes les speakers et vous venez de parler de bouquins ou de talk ou d'articles que vous avez lus. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir dire tiens, moi j'ai envie de venir parler de ce bouquin-là précisément, parce que ça peut être super cool d'avoir ça. Donc je me permets de vous couper parce qu'on est typiquement en train de faire un peu une soirée lecture. Oui, mais c'est trop bien. Mais c'est des soirées qui sont très très bien, c'est des formats qu'on aime beaucoup, mais là j'ai vu qu'il y en a une qui avait été annoncée, donc voilà, transférons toutes ces bonnes idées sur la soirée lecture. Et revenons peut-être au craft. Non, mais c'est quoi le futur du craft, quoi? C'est ça. C'est un peu la question là dans les 2 minutes qui restent aujourd'hui, 24 mars, 20h43, après 3 ans et demi chez Arola. C'est ça, toujours chez eux, bien, très très bien, très très content, très épanoui. Voilà, le futur du craft, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est de toujours se remettre en question, à continuer à apprendre et peut-être à un moment peut-être même lâcher prise le craft pour découvrir peut-être des nouvelles choses, des nouvelles voies. Est-ce que ton quotidien est plus épanouissant et meilleur que quand tu as démarré et que c'était incroyable de découvrir toutes ces technologies? Ouais. Voilà, intimement, oui. Ouais, là, moi ça a très bien marché en tout cas. Ok. Je sais pas si ça sera le cas de tout le monde, parce que j'ai rendu compte, ça m'a permis de rendre compte quand même la difficulté de ce job où il faut faut vraiment apprendre et se remettre en question.
Et si on a du mal à vouloir apprendre et transmettre, bah, c'est un métier compliqué, quoi. Et moi, je trouve que j'ai eu ce déclic avec les stagiaires et ça m'a pas quitté. Et du coup, je kiffe, en fait. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Bon, bah écoute, je pense qu'on est Super. bon. Il me reste à te remercier vraiment beaucoup d'être venu nous voir, c'était trop cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange, c'était vraiment très intéressant. J'espère que pour toi, ça a été cool quand même. Ah oui, génial. Je me suis amusé. Franchement, tu vois, je suis arrivé, pas de slide, rien. Je me dis, bon, je vais raconter ma vie et c'était trop bien. Nickel. On en parlait un tout petit peu en intro, ça te va bien si on fait un rôti, je crois, et c'est vrai que nous, traditionnellement, on en fait un. Rôti, Return on Time Invested, une note de 0 à 5 dans le chat, s'il vous plaît. 0, vous avez perdu votre temps et votre soirée, j'espère que vous avez fermé l'onglet Twitch. Et 5, c'était vraiment trop cool, vous avez appris plein de trucs et vous allez repartir de cette soirée avec plein de choses trop intéressantes. Donc n'hésitez pas à voter dans le chat, nous, ça nous aide. Et tout ça, derrière, ça part sur nos CR. Donc maintenant on a des commandes et tout, on a le site DCR, machin. Voilà. Il est l'heure de la pub. Donc je vous laisse finir le rôti avant de faire un peu la pub. Donc on a du 4, 4, merci pour le partage, 5 plus. 5, 4, 3.5 Delph. N'hésite pas si tu veux expliquer, si tu es d'accord pour expliquer ta note, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour avoir un peu plus. Ben nous, on est toujours preneurs pour améliorer un peu ce qui se passe. 5, 5, 4, 5, ok. 4. J'ai pas présenté qui étaient les software crafters, ce qu'on faisait, etc. Donc, les software crafters Lyon, c'est un groupe meet-up qui organise un événement par semaine. Ça fait 4 par mois. Vous avez vu comme je suis fort en maths. Chaque mois, il va y avoir 2 coding dojo, un le midi, un le soir, et 2 autres événements sur des formats tournants entre forum ouvert sur le domaine driven design, forum ouvert, vraiment ouvert, soirée lecture, talk, etc. etc. On fait ce rythme-là et on fait tout en ligne depuis le tout premier confinement. N'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre, si vous voulez rejoindre l'orga, c'est pas énormément de boulot et ça permet d'organiser des soirées sympathiques pour plein de gens, de se rencontrer, de se retrouver, de partager sur les choses qui nous intéressent. Nos événements pour le mois d'avril ont été annoncés puisque Romain et Nolwenn ont bossé pendant que nous on blaguait. Et donc on va faire la pub. 24 mars c'est ce soir. 7 avril, Coding Dojo du soir. On n'a pas encore annoncé le sujet, mais voilà, il y aura un petit Coding Dojo le soir, le 7 avril. Coding Dojo du midi, le 13 avril. Donc on commence par les Coding Dojo ce mois-ci. Le 22, soirée lecture, la soirée dont vous êtes les speakers. On vous laisse venir présenter un bouquin, un talk, une vidéo, un papier que vous avez lu, que vous avez aimé ou pas aimé. C'est intéressant aussi. Ne préparez pas, n'y passez pas forcément de temps. C'est assez informel. C'est une dizaine de minutes. C'est vraiment pas une présentation. Voilà, c'est venez vous exprimer, donnez votre avis, votre ressenti même des années après. Et le 28 avril, on fait un forum ouvert en partenariat avec le Ministry of Testing de Lyon. Donc j'imagine que si c'est annoncé, c'est que c'est officiel, et donc c'est une session commune avec un autre groupe, Meetup. Donc il y a tous les events sur la page Meetup. Et il nous reste à attaquer peut-être la soirée que Nolwenn attend depuis le début. C'était ce que Nolwenn appelle aussi la vraie soirée. Si vous voulez, si ça vous tente, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre Discord. Pour partager peut-être quelques bières, surtout échanger, surtout blaguer un peu, reproduire ce qu'on faisait après les meet-up quand on allait partager un repas. Est-ce que tu peux rester un tout petit peu, toi Manu, ou pas du tout? Bien sûr. Tu restes un peu dans le coin? Un petit after. Et ben voilà, on fait un petit after. Ouais. Si vous voulez, Les chocs de Paris. voilà, ça aussi. si vous voulez passer. Eh ben écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, codez bien, amusez-vous bien, puis on se retrouve dans pas très longtemps, et merci beaucoup Manu pour cette intervention. Merci à toi, et merci à tout le monde. Belle opportunité. À plus. Salut. Salut.